Le patron millionnaire feignait la froideur au bureau. Son cœur à elle s'emballait à chaque rencontre. Un baiser soudain a brisé toutes les règles et a changé leur destin à jamais. Avant de continuer, dites-moi en commentaire quelle partie de cette histoire vous a le plus touché jusqu'à présent. Votre participation est ce qui fait grandir cette chaîne. Et profitez-en pour vous abonner, car la fin de cette histoire réserve un rebondissement si incroyable que même les meilleures séries télé n'oseraient pas l'imaginer. Le réveil sonna à 6 heures du matin avec son insistance cruelle, comme il le faisait chaque jour depuis 3 ans. Léa Dubois ouvrit lentement les yeux, sentant le poids familier de l'anxiété s'installer dans sa poitrine avant même que ses pieds ne touchent le sol froid de l'appartement de Montrouge. À travers la petite fenêtre de la chambre, le ciel de Paris gardait encore les teintes grisâtres de l'aube, et elle savait qu'une autre journée de course effrénée l'attendait. Elle se leva en silence pour ne pas réveiller Chloé, sa meilleure amie et colocataire, qui s'était probablement couchée tard une fois de plus en travaillant sur un projet de programmation en freelance. Le 2 pièces qu'elle partageait était modeste, mais il avait été leur refuge ces 2 dernières années. Les murs écaillés et le robinet de la cuisine qui goûtait constamment étaient des problèmes mineurs comparés au soulagement d'avoir un toit au-dessus de leur tête dans une ville qui semblait dévorer les rêves de ceux qui n'avaient pas les moyens de la nourrir financièrement chaque mois. Léa prépara un café léger et prit son téléphone pour vérifier les notifications. 16 messages non lus, la plupart de la banque l'alertant sur le solde dangereusement bas de son compte. Elle soupira profondément et mit l'appareil en mode silencieux. Elle n'était pas prête à affronter la réalité financière avant 7 heures du matin. Elle devait encore se préparer, prendre 2 métros et arriver au bureau de l'agence de communication où elle travaillait comme analyste depuis 4 ans, toujours avec l'espoir que son dévouement serait reconnu par une promotion qui n'arrivait jamais. En se brossant les dents, elle regarda son propre reflet dans le petit miroir de la salle de bain. À 27 ans, elle avait l'impression de porter la fatigue de quelqu'un de bien plus âgé. Ses cheveux bruns avaient besoin d'une retouche aux racines depuis des mois, mais les soins de beauté étaient des luxes qui ne rentraient pas dans son budget serré. Malgré tout, il y avait quelque chose dans ses yeux marrons qui refusait de s'éteindre complètement. Une petite flamme, mais persistante, qui lui rappelait chaque jour qu'elle avait du talent, qu'elle avait des rêves, et qu'un jour les choses pourraient être différentes. Sa routine matinale suivit son cours automatique. Léa choisit un chemisier qu'elle avait acheté en solde 2 ans plus tôt, une jupe noire qui dissimulait bien le fait qu'elle était légèrement délavée, et ses uniques escarpins à petits talons. Dans le miroir de l'armoire, elle ajusta sa tenue et tenta de projeter la confiance qu'elle ne ressentait pas toujours. Les apparences comptaient dans le monde de l'entreprise, et elle avait appris l'art de paraître plus prospère qu'elle ne l'était réellement. Dans la cuisine, elle trouva un mot de Chloé collé sur le réfrigérateur. « Léa, j'ai décroché un nouveau projet. Peut-être qu'on aura un peu d'argent en plus ce mois-ci. N'oublie pas qu'on doit parler de la situation du loyer. Bisous. » Léa sourit tristement. Chloé essayait toujours d'être optimiste, mais toutes deux savaient qu'elle marchait sur la corde raide financière depuis trop longtemps. Les projets en freelance étaient irréguliers et le revenu fixe de Léa couvrait à peine les dépenses essentielles. Le trajet jusqu'au travail fut marqué par la cohue typique des transports parisiens. Dans le métro, serré entre d'autres travailleurs qui partageaient la même expression de résignation lasse, Léa en profita pour revoir mentalement la présentation qu'elle devait faire cet après-midi pour un client important. Elle avait passé 3 nuits consécutives à perfectionner chaque diapositive, chaque argument, chaque détail visuel. Elle savait que son travail était impeccable, mais elle savait aussi que dans son agence, être une femme jeune et sans nom de famille influent signifiait devoir travailler 3 fois plus pour obtenir la même reconnaissance. Elle arriva au bureau 17 minutes avant l'heure, comme toujours. L'agence Comme Paris occupait le 12e étage d'une tour de bureau à la Défense, et les larges baies vitrées offraient une vue partielle sur la ville qui ne cessait de l'impressionner. Il y avait quelque chose d'hypnotique à observer le mouvement incessant en bas, des millions de personnes poursuivant leurs objectifs, leurs rêves, leur survie. « Bonjour Léa ». La voix de Marine, la réceptionniste, la ramena à la réalité. « Richard vous cherche depuis ce matin. Ça a l'air important. »
Richard Martin était son supérieur direct, un homme d'une quarantaine d'années qui oscillait entre des moments de reconnaissance sincère pour son travail et des périodes de froideur professionnelle qui la laissaient dans l'incertitude quant à sa position dans l'entreprise. Léa rangea son sac dans le tiroir de son bureau et se dirigea vers le sien, sentant la boule au ventre familière qui l'accompagnait toujours lorsqu'elle était convoquée pour des conversations inattendues. « Léa, asseyez-vous. » Richard désigna la chaise en face de son bureau, sans lever les yeux des papiers qu'il analysait. « Nous devons parler. » Son ton n'était pas encourageant. Léa s'installa sur la chaise, gardant une posture droite et les mains croisées sur ses genoux, une position qu'elle avait appris à adopter dans les moments de tension professionnelle. Elle attendit qu'il finisse de lire ce qui était si important pour la faire patienter en silence. « La présentation d'aujourd'hui pour BTP Lambert a été annulée, » dit finalement Richard, toujours sans la regarder directement. Ils ont décidé de changer d'agence. Léa sentit son estomac se nouer. Elle avait investi des jours de travail intenses dans cette présentation et BTP, Lambert représentait un compte important pour l'agence. Plus important encore, une présentation réussie aurait pu enfin lui ouvrir les portes de la promotion qu'elle visait depuis si longtemps. « Mais pourquoi ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix ferme. « Y a-t-il eu un problème avec notre proposition ?»« Pas exactement. » Richard la regarda enfin et elle perçut quelque chose d'étrange dans son expression. Ils ont préféré une approche plus conservatrice. Ils ont décidé d'engager l'agence de Bruno Chevalier. Le nom frappa Léa comme un coup de poing. Bruno Chevalier était le fils d'une famille traditionnelle de publicitaires parisiens, propriétaire d'une agence boutique qui s'occupait principalement de clients haut de gamme. Il avait été son camarade à l'université et avait toujours clairement fait savoir qu'il considérait les gens comme elle, d'origine modeste, sans relation familiale dans le milieu, comme des intrus sur un territoire qui appartenait traditionnellement à l'élite. « Je vois », dit-elle, bien qu'elle comprenne beaucoup plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Le marché de la publicité à Paris fonctionnait encore beaucoup sur la base des relations personnelles et des recommandations. Les noms de familles connus et les cercles sociaux spécifiques ouvrirent des portes que le talent pur ne parvenait pas toujours à franchir. « Écoutez, Léa, » poursuivit Richard, avec un ton qui se voulait maintenant consolateur, « votre travail est excellent. Il l'a toujours été. Mais parfois, les affaires fonctionnent d'une manière qui dépasse la qualité technique. Vous comprenez, n'est-ce pas ?» Elle comprenait parfaitement. Elle comprenait que ses origines marseillaises, sa formation en université publique, son manque de contacts influents, tout cela pesait contre elle dans un monde où le réseau valait souvent plus que les connaissances. Elle comprenait qu'elle pouvait être la meilleure professionnelle de l'agence et voir quand même des opportunités lui filer entre les doigts, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la compétence. « Bien sûr, » répondit-elle, forçant un sourire professionnel. « Autre chose ?» Richard parut soulagé qu'elle n'ait pas fait de drame. « Pas pour l'instant. »« Ah, et Léa, ne laissez pas ça vous décourager, d'accord ? D'autres opportunités se présenteront. » Léa hocha la tête et sortit du bureau, gardant son sang-froid jusqu'à ce qu'elle atteigne les toilettes des femmes. Là, elle appuya ses mains sur le lavabo et respira profondément plusieurs fois, observant son reflet dans le miroir. Elle ne pleura pas. Elle avait dépassé le stade des larmes pour les déceptions professionnelles. Maintenant, elle ressentait seulement une fatigue profonde et la certitude croissante qu'elle devait complètement repenser sa stratégie de vie. Le reste de la matinée se déroula en pilote automatique. Léa organisa des rapports, répondit à des emails et participa à des réunions, mais son esprit était ailleurs. Elle calculait mentalement les factures du mois, essayait d'imaginer des alternatives de carrière, pensait à sa mère à Marseille, qui dépendait de la petite somme qu'elle parvenait à lui envoyer mensuellement. Martine Dubois avait travaillé toute sa vie comme employée de maison pour réussir à élever sa fille seule, et maintenant, à 62 ans, elle faisait face à des problèmes de santé qui limitaient sa capacité de travail. À l'heure du déjeuner, Léa préféra rester au bureau. Elle acheta un sandwich au snack du rez-de-chaussée et retourna à son bureau, profitant du silence du bureau vide pour faire le point sur ses finances. Elle ouvrit l'application de sa banque sur son téléphone et fixa les chiffres qu'elle connaissait déjà par cœur. Le salaire arrivait le 15 et aujourd'hui c'était le 13. Elle avait exactement 100
20 € sur son compte courant, une facture de carte de crédit arrivant à échéance à la fin de la semaine et la mensualité du prêt étudiant qu'elle avait contracté des années auparavant pendant ses études. Elle prit une feuille de papier et commença à faire les comptes de tête. Loyer, charges, électricité, eau, internet, alimentation de base, transport, envoi d'argent pour sa mère. Il ne restait absolument rien. En fait, il manquait toujours. Il y avait des mois où elle et Chloé devaient choisir entre payer la facture d'électricité ou acheter assez de nourriture pour tout le mois. Le téléphone sonna, la tirant de ses calculs déprimants. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais elle décida de répondre quand même. Léa Dubois? La voix masculine de l'autre côté était formelle, presque robotique. Oui, c'est moi. Ici Charles Lefebvre, l'assistant de direction d'Oratech. Monsieur Guillaume Delaroche souhaiterait vous parler cet après-midi, si possible. C'est au sujet d'une opportunité professionnelle. Léa hésita. Oratech était l'une des plus grandes entreprises de technologie de France, et Guillaume Delaroche était une figure quasi légendaire dans le monde des affaires parisien. Jeune milliardaire, connu pour son intelligence stratégique et aussi pour sa froideur dans les relations personnelles. Que voudrait une entreprise de cette envergure à une analyste en communication d'une agence de taille moyenne? Quel genre d'opportunité? Demanda-t-elle. Je préfère ne pas discuter des détails par téléphone. Monsieur Delaroche est disponible aujourd'hui à 15h30, si vous pouvez vous présenter à notre bureau. Léa regarda l'horloge. 13h20. Elle aurait le temps d'y aller et de revenir, même si ce n'était que par curiosité. Et honnêtement, toute distraction de ses problèmes financiers serait la bienvenue. C'est d'accord, dit-elle. Quelle est l'adresse? Après avoir noté les informations et mis fin à l'appel, Léa resta à regarder le papier où elle avait écrit l'adresse. Tour Aura, avenue des Champs-Élysées. L'une des adresses les plus prestigieuses de Paris. Elle essaya d'imaginer quel genre de proposition pouvait l'attendre, mais ne parvint à formuler aucune hypothèse qui ait du sens. Peut-être s'agissait-il d'un projet de communication pour l'entreprise. Peut-être que quelqu'un avait recommandé son travail. Elle passa le reste du déjeuner à essayer de se concentrer sur ses emails, mais la curiosité la rongeait de l'intérieur. À 14h40, elle inventa une excuse de rendez-vous médical et quitta le bureau. Le trajet jusqu'aux Champs-Élysées prit 40 minutes en transports en commun, et à chaque station qui passait, elle se sentait plus nerveuse et plus déplacée. La tour Aura était encore plus imposante en personne que sur les photos. 42 étages de verre et d'acier qui reflétaient le ciel parisien, avec un hall en marbre qui semblait plus grand que tout son appartement. Léa s'approcha de la réception, essayant de ne pas montrer à quel point elle était intimidée. « J'ai rendez-vous avec monsieur Guillaume Delaroche », dit-elle à la réceptionniste, une femme élégante portant un tailleur qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Léa. « Léa Dubois ?»« Oui. » La réceptionniste passa un appel rapide, puis lui sourit. 38e étage. L'ascenseur de droite. La montée fut silencieuse et vertigineuse. Léa profita du reflet dans les portes de l'ascenseur pour vérifier si elle était présentable. Le chemisier qu'elle avait choisi le matin lui parut soudain inapproprié pour l'environnement, mais il n'y avait pas grand-chose qu'elle puisse y faire maintenant. Le 38e étage était entièrement occupé par les bureaux de la direction. Des murs de verre offraient une vue panoramique sur la ville, et le silence était presque sépulcral. Une assistante la conduisit à travers un long couloir jusqu'à une double porte en bois sombre. « Monsieur Delaroche va vous recevoir maintenant », dit l'assistante, frappant discrètement avant d'ouvrir la porte. Le bureau de Guillaume Delaroche était exactement ce que Léa attendrait du PDG d'une entreprise milliardaire. Minimaliste mais clairement cher. Un bureau en verre occupait le centre de la pièce, entouré de fauteuils en cuir italien. Les murs étaient décorés d'œuvres d'art modernes qu'elle ne sut pas identifier, mais qui coûtaient manifestement des fortunes. Et derrière le bureau, debout, les mains dans les poches d'un costume impeccablement coupé, se tenait Guillaume Delaroche lui-même. À 34 ans, il était différent de ce que Léa avait imaginé d'après les photos des magazines. Plus grand, plus imposant, avec une présence qui remplissait la pièce. Ses cheveux châtain foncé étaient parfaitement coiffés, et ses yeux bleus l'analysèrent avec une intensité qui lui donna l'impression d'être sous un microscope.
Il y avait quelque chose de presque robotique dans sa posture, comme si chaque geste était calculé pour transmettre un contrôle absolu. « Madame Dubois », dit-il en désignant l'un des fauteuils. Sa voix était grave, sans aucune trace de chaleur humaine. « Merci d'être venu. » Léa s'assit, croisa les jambes et tenta de projeter plus de confiance qu'elle n'en ressentait. « Monsieur Delaroche, je dois admettre que je suis curieuse au sujet de cette opportunité professionnelle. » Guillaume se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos pendant quelques secondes qui parurent une éternité. Quand il se retourna, il y avait quelque chose de différent dans son expression. Pas exactement plus humain, mais au moins plus direct. « Je vais être franc avec vous, Léa. Puis-je vous appeler Léa ?» Elle hocha la tête. « Ce n'est pas exactement une opportunité professionnelle au sens traditionnel du terme. C'est quelque chose de beaucoup plus spécifique et peut-être plus compliqué. » Léa sentit un frisson d'alerte lui parcourir l'échine. « Comment ça ?» Guillaume se rassit, appuya les coudes sur le bureau et la regarda droit dans les yeux. « Je dois me marier dans les 3 prochains mois, et j'aimerais vous faire une proposition. » Le silence, qui suivit, fut si profond que Léa pouvait entendre son propre cœur battre. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Elle avait sûrement mal compris. « Pardon, » dit-elle lentement. « Mais je crois que je n'ai pas compris. » « Vous avez parfaitement compris. » Sa voix resta sur le même ton neutre. « Mon père est décédé il y a 2 ans et a laissé une clause spécifique dans son testament. Pour conserver le contrôle exclusif d'Oratech, je dois être marié avant mon 35e anniversaire. Sinon, les actions reviennent à mon cousin, Laurent Delaroche. » Léa continua de le regarder, attendant qu'il dise que c'était une blague, qu'il rirait et expliquerait la véritable raison de leur rencontre. Mais l'expression de Guillaume restait absolument sérieuse. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» demanda-t-elle finalement. « J'ai discrètement fait des recherches sur votre situation financière. » La froideur avec laquelle il dit cela la fit frissonner. « Je connais vos difficultés, la situation de votre mère, le prêt étudiant en retard de paiement. Je sais que vous avez reçu un avis d'expulsion il y a 3 jours. » Léa sentit son sang se glacer. « Comment savez-vous cela ? » « J'ai les ressources pour enquêter sur les gens quand c'est nécessaire. » Guillaume fit une pause, comme pour lui donner le temps d'absorber l'information. « La proposition est simple, un mariage de convenance pour 12 mois. En échange, toutes vos dettes seront réglées. Votre mère recevra une assistance médicale complète, et à la fin de la période, vous recevrez une compensation financière considérable. » Léa se leva de sa chaise si rapidement qu'elle faillit trébucher. « Vous êtes fou. Je suis pragmatique. » Guillaume resta assis imperturbable face à sa réaction. « J'ai besoin d'une épouse qui comprenne qu'il s'agit d'un accord commercial sans attente romantique ni complications émotionnelles. Vous avez besoin de stabilité financière. C'est une solution mutuellement bénéfique. » Une solution. Léa respira profondément, essayant de garder son calme. « Monsieur Delaroche, je ne vous connais même pas. Et vous ne me connaissez manifestement pas non plus, car si c'était le cas, vous sauriez que je n'accepterais jamais une proposition aussi absurde. »« 2 millions d'euros, » dit-il simplement. Léa s'arrêta au milieu d'eux, la phrase qu'elle commençait à prononcer. « Quoi ? 2 millions d'euros à la fin des 12 mois, en plus des dettes réglées et des frais médicaux de votre mère. » Guillaume se leva et se dirigea vers un dossier sur le buffet. « Vous auriez également le droit de résider dans mon penthouse, avec service complet et la liberté de maintenir vos activités professionnelles. » La tête de Léa tournait. 2 millions d'euros. C'était plus d'argent qu'elle ne pourrait amasser en 2 décennies de travail à l'agence. C'était la différence entre une vie entière de lutte financière et une sécurité permanente. C'était la possibilité de donner à sa mère le traitement médical dont elle avait besoin, de régler toutes ses dettes, de respirer enfin tranquillement. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, essayant toujours de comprendre la situation surréaliste dans laquelle elle se trouvait. « Parce que vous ne faites pas partie de mon cercle social, ce qui élimine les complications futures. Parce que vous avez une solide réputation professionnelle, ce qui donnera de la crédibilité à notre relation. Et parce que franchement, votre situation financière garantit que vous prendrez la proposition au sérieux. » La brutalité honnête de la réponse fut comme une gifle. Guillaume n'essayait pas d'être cruel, réalisa-t-elle. Pour lui, il exposait simplement les faits d'une transaction commerciale.
Mais cela rendait d'une certaine manière tout encore plus humiliant. Et si je refuse? Alors je chercherai quelqu'un d'autre. Il se rassit et ouvrit le dossier. Mais je dois mentionner que l'avis d'expulsion expire dans 27 jours. Léa ferma les yeux. Bien sûr qu'il le savait aussi. Il savait qu'elle était désespérée, qu'elle n'avait pas d'option, qu'elle était littéralement au pied du mur. L'atteinte à sa vie privée la dérangeait, profondément, mais pas autant que la conscience qu'il avait raison. Dans 27 jours, elle et Chloé seraient à la rue. « Je dois réfléchir, dit-elle, naturellement. » Guillaume sortit une carte de visite du dossier et la lui tendit. « Mon numéro personnel, vous pouvez m'appeler quand vous aurez une réponse. » Léa prit la carte et la regarda quelques secondes. Elle était en papier extrêmement épais, avec des lettres dorées en relief. Même ses cartes de visite étaient chères. « Une question, dit-elle avant de se diriger vers la porte. Pourquoi ne pas vous marier avec quelqu'un de votre propre cercle social? Il ne manque certainement pas de femmes intéressées à épouser Guillaume de la Roche. » Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le bureau, elle vit quelque chose qui pourrait être une expression véritablement humaine traverser son visage. Une ombre de quelque chose qui pourrait être de la lassitude ou de la désillusion. « Parce que les femmes de mon milieu ont des attentes qui vont au-delà d'un contrat commercial, » répondit-il. « Elles croient en l'amour, en de vraies relations aux fins heureuses. Je ne peux offrir ça à personne. » L'honnêteté crue de cette affirmation la prit au dépourvu. Pendant un instant, au lieu du PDG milliardaire, elle vit un homme qui semblait sincèrement croire qu'il était incapable de sentiments véritables. « Je vois, » dit-elle, sans être sûre de vraiment comprendre. « Léa, » l'appela Guillaume alors qu'elle était déjà à la porte, « si vous décidez d'accepter, je veux que vous sachiez que vous seriez traité avec un respect absolu. Ce serait un accord entre égaux, avec des limites claires et des attentes bien définies. » Elle hocha la tête et sortit du bureau, se sentant comme si elle flottait dans un rêve étrange. Le trajet de retour à l'agence se passa dans un brouillard de pensées contradictoires. Une partie d'elle était indignée par la proposition, par l'atteinte à sa vie privée, par la froideur calculatrice de tout cela. Une autre partie, une partie qu'elle essayait d'ignorer, calculait à quel point 2 millions d'euros pourraient changer sa vie. De retour au bureau, elle fit semblant de travailler pour le reste de l'après-midi, mais son esprit était complètement occupé par la conversation. Guillaume de la Roche avait mis devant elle une solution à tous ses problèmes financiers. Mais à quel prix? Se marier avec un étranger, même si ce n'était que sur le papier, semblait être une ligne à ne pas franchir. À 18 heures, quand elle arriva enfin chez elle, elle trouva Chloé dans la cuisine, remuant une casserole de nouilles instantanées. Son amie la salua avec son enthousiasme habituel. « Alors, comment s'est passée ta journée? Il s'est passé quelque chose d'intéressant. » Léa la regarda et se demanda comment elle pourrait commencer à expliquer ce qui s'était passé. Comment pourrait-elle dire qu'un milliardaire lui avait proposé le mariage en échange de 2 millions d'euros? C'était différent, dit-elle finalement. Chloé rit. Différent comment? Ils ont enfin reconnu ton talent à l'agence? Pas exactement. Léa s'assit à la table de la cuisine et observa son amie. À 26 ans, Chloé conservait encore un optimisme qu'elle-même avait perdu ces derniers mois. Elle croyait que les choses pouvaient s'améliorer, que le prochain projet ferait la différence, que la chance tournerait. Comment lui parler de la proposition sans avoir l'air complètement folle? « Chloé, » dit-elle lentement, « si quelqu'un t'offrait une solution à tous nos problèmes financiers, mais que ce soit quelque chose de non conventionnel, tu l'envisagerais ?» Son amie arrêta de remuer les nouilles et la regarda avec curiosité. « Non conventionnel, comment? On parle de travail ou de quelque chose d'un peu louche? Du travail, en quelque sorte, mais très non conventionnel. Léa, tu me fais peur. C'est quoi cette proposition? » Léa respira profondément et décida qu'elle ne pourrait pas gérer tout cela seule. Elle raconta à Chloé l'appel mystérieux, sa visite à la Tour Aura, la conversation surréaliste avec Guillaume de la Roche. Quand elle eut fini de relater toute la proposition, les deux amies restèrent silencieuses pendant de longues minutes. « Attends, » dit finalement Chloé, « laisse-moi comprendre. Guillaume de la Roche, le type qui est toujours en couverture des magazines économiques, t'a demandé en mariage, pas exactement en mariage, un contrat de mariage. Pour 2 millions d'euros. Oui. Léa, on se croirait dans un film. Tu es sûre que ce n'était pas une caméra cachée?
Léa sortit la carte de visite de son sac et la montra à son ami. C'est bien réel. Chloé examina la carte puis la regarda de nouveau. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Une partie de moi pense que c'est de la folie pure. Une autre partie... Léa fit une pause. Chloé, dans 27 jours, on va devoir partir d'ici. Ma mère a besoin d'une opération et n'a pas d'argent pour une mutuelle privée. Je dois 3 mensualités de mon prêt étudiant et les intérêts me dévorent. 2 millions d'euros résoudraient tout ça. Mais c'est un mariage, Léa, même si c'est juste sur le papier, c'est quelque chose de sérieux. Je sais. Léa appuya sa tête dans ses mains. Je sais que c'est de la folie. Je sais que je ne connais pas cet homme. Je sais que tout peut mal tourner. Mais si c'était la seule chance que j'ai de sortir de cette situation, Chloé s'assit à côté d'elle et lui prit la main. Écoute, je ne peux pas te dire quoi faire. C'est trop énorme. Mais je peux te dire que, quelle que soit ta décision, je serai à tes côtés. Léa sourit pour la première fois depuis le matin. Chloé réussissait toujours à dire exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Elles passèrent le reste de la soirée à discuter des avantages et des inconvénients de la proposition, analysant tous les angles possibles, essayant d'imaginer ce que ce serait de vivre avec un étranger pendant 12 mois. Quand elle alla finalement se coucher, après minuit, Léa resta éveillée à regarder le plafond. La carte de Guillaume était sur sa table de chevet et elle l'a pris plusieurs fois pour regarder le numéro. Une partie d'elle voulait appeler immédiatement et accepter, juste pour mettre fin à l'agonie de l'indécision. Une autre partie voulait déchirer la carte et faire comme si rien de tout cela ne s'était produit. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas faire semblant. La proposition était là, réelle et tentante, offrant une issue à tous les problèmes qui la tenaient éveillée toutes les nuits. 2 millions d'euros. Une vie complètement nouvelle. La possibilité d'aider enfin sa mère, de régler toutes ses dettes, de repartir à zéro. La question était, quel prix était-elle prête à payer pour cette liberté? Et tandis que Paris continuait de pulser, dehors, avec ses millions d'habitants menant leur propre bataille quotidienne, Léa Dubois se demandait si elle était sur le point de prendre la décision la plus sensée ou la plus imprudente de sa vie. 3 jours s'étaient écoulés depuis la conversation dans le bureau de Guillaume, et Léa n'avait toujours pas réussi à dormir une nuit complète. La carte de visite était toujours à portée de main, tantôt dans son sac, tantôt sur sa table de chevet, tantôt entre les pages d'un rapport de travail. Chaque fois qu'elle la regardait, elle ressentait un mélange d'anxiété et de curiosité qui la rongeait de l'intérieur. Le jeudi matin, alors qu'elle préparait son café avec les derniers grains qui restèrent dans le pot, le téléphone sonna. C'était un numéro inconnu, mais cette fois, elle reconnut immédiatement la voix formelle de l'autre côté de la ligne. « Madame Dubois, ici le docteur Hélène Fournier de l'hôpital américain de Paris. Je vous appelle au sujet de votre mère, Martine Dubois. » Le cœur de Léa s'emballa. « Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va bien? » « Votre mère est stable, mais elle doit être hospitalisée pour des examens plus détaillés. Les symptômes qu'elle a présentés lors de la consultation de la semaine dernière indiquant la nécessité d'une investigation plus approfondie. » Léa s'appuya sur le comptoir de la cuisine, sentant ses jambes flageoler. Martine avait brièvement mentionné qu'elle ne se sentait pas bien, mais avait minimisé la situation comme elle le faisait toujours, pour ne pas inquiéter sa fille. Quel genre d'investigation? Nous devons écarter certaines possibilités plus sérieuses. Les examens coûtent environ 15 000 euros, et il serait recommandé de les faire le plus tôt possible. 15 000 euros. Léa n'avait même pas 500 euros, disponibles à ce moment-là. Elle remercia le médecin, dit qu'elle la recontacterait bientôt, et raccrocha le téléphone les mains tremblantes. Chloé apparut dans la cuisine en peignoir, encore endormie. « Qui a appelé si tôt ?»« L'hôpital. Ma mère a besoin d'examens urgents. » La voix de Léa sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Léa, ça coûte combien ?»« 15 000. » Chloé s'assit à côté de son amie, sans rien dire. Toutes deux savaient qu'il n'y avait aucun moyen de réunir cette somme. Elles savaient aussi qu'il devenait de plus en plus clair quelle serait la décision de Léa. Au travail, elle passa la matinée entière à essayer de se concentrer sur des rapports et des présentations, mais son esprit était complètement ailleurs.
À chaque heure qui passait, elle sentait le poids de la responsabilité augmenter. Il ne s'agissait plus seulement d'elle et de Chloé perdant leur appartement. Il s'agissait de la santé de sa mère, d'avoir une chance réelle de changer complètement le cours de leur vie. À l'heure du déjeuner, au lieu de descendre au snack, Léa prit la carte de Guillaume et composa le numéro. Guillaume Delaroche. Sa voix répondit à la deuxième sonnerie, directe et professionnelle. « Monsieur Delaroche, c'est Léa Dubois. » Il y eut une brève pause avant qu'il ne réponde. « Léa, j'imagine que vous avez une réponse à ma proposition. J'ai quelques conditions. Je vous écoute. » Léa respira profondément. Elle avait passé les 3 dernières nuits à élaborer mentalement cette liste, pensant à chaque détail qui pourrait la protéger dans cette situation surréaliste. Première condition, je veux continuer à travailler à l'agence. Je ne renoncerai pas à ma carrière. Accepté. Suivante. Deuxième condition, mon amie Chloé doit vivre avec nous. Elle n'a nulle part où aller et je ne l'abandonnerai pas. Mon penthouse a 4 suites. Ce ne sera pas un problème. Troisième condition, je veux une indépendance émotionnelle totale. C'est un accord commercial et nous aurons tous les deux la liberté de prendre nos propres décisions personnelles. Naturellement. Et quatrième condition, Léa hésita un instant, sachant que c'était la plus importante. Si à un moment donné de vrais sentiments apparaissent de l'un ou l'autre, côté, cela doit être traité avec une honnêteté totale. Je ne veux pas de jeux émotionnels ou de manipulation. Cette fois, la pause fut plus longue. « Condition intéressante, » dit-il finalement. « Puis-je en demander la raison ? » « Parce que nous sommes des êtres humains, monsieur Delaroche, et les êtres humains sont imprévisibles, même quand ils essaient d'être purement rationnels. J'accepte toutes les conditions. » La réponse vint sans hésitation. « Quand pouvons-nous signer le contrat ? » « Ce soir, si possible. Ma mère a besoin d'examens médicaux urgents. À 20 heures, dans mon bureau. Apportez les documents nécessaires et votre amie, si vous voulez qu'elle connaisse les détails de l'accord. » Léa raccrocha le téléphone et resta à regarder l'écran pendant quelques secondes. Elle venait d'accepter d'épouser un homme qu'elle connaissait à peine. Elle était sur le point de changer complètement de vie à cause d'une situation financière désespérée. Une partie d'elle avait l'impression de trahir tous ses principes sur les relations et l'amour véritable. Une autre partie ressentait un immense soulagement d'avoir enfin une solution réelle à ses problèmes. Le reste de la journée se passa dans un flou de nervosité et de préparation mentale. Léa quitta le travail plus tôt, inventant un rendez-vous médical, et rentra chez elle pour parler avec Chloé des prochaines étapes. « Alors c'est ça ?» demanda Chloé quand elle eut fini de raconter l'appel. « Tu vas vraiment le faire ?»« Je vais le faire. » Pour la première fois depuis des jours, la voix de Léa était ferme. « Chloé, je ne peux pas laisser ma mère sans traitement. Je ne peux pas te laisser à la rue. Et honnêtement, je ne vois pas d'autre issue. Et s'il est fou? Et si c'est une sorte d'arnaque? C'est pour ça que tu viens avec moi ce soir. Je veux que tu vois le contrat aussi. » À 19h30, les deux amis se trouvaient de nouveau dans le hall de la Tour Aura. Cette fois, l'environnement ne semblait pas si intimidant pour Léa. Peut-être parce qu'elle avait pris une décision, ou peut-être parce qu'elle savait maintenant que cet endroit ferait partie de sa vie pour les 12 prochains mois. Le bureau de Guillaume était différent. Il y avait une table plus lit, sa petite préparée avec plusieurs documents, et un avocat était présent, un homme d'âge mûr qui se présenta comme maître Robert Lambert. Guillaume portait un costume sombre et gardait la même posture formelle que d'habitude, mais Léa remarqua qu'il semblait légèrement moins robotique. Peut-être parce qu'ils allaient maintenant travailler ensemble. « Léa, voici sans doute votre amie Chloé, » dit-il en tendant la main pour les saluer toutes les deux. « Enchanté de vous connaître, monsieur Delaroche, » répondit Chloé, clairement impressionnée par l'environnement. « S'il vous plaît, appelez-moi Guillaume. Si nous allons partager le même toit, les formalités excessives seront inutiles. » Maître Lambert commença à expliquer les détails du contrat. C'était un document de 23 pages qui couvrait tout, des questions financières aux clauses de confidentialité. Léa lut chaque paragraphe attentivement, surprise de voir à quel point l'accord était complet et étrangement respectueux. « Cette clause ici, dit-elle en montrant le milieu du document, établit que j'aurai accès à un compte spécifique pour mes dépenses personnelles ? 5 000 € par mois, confirma Guillaume.
Pour vos besoins personnels, des tenues appropriées pour les événements sociaux et tout ce dont vous aurez besoin. Et celle-ci sur les apparitions publiques? Environ 2 événements par mois, dîner de charité, inauguration, quelques engagements sociaux, rien d'excessif. Chloé se pencha pour lire par-dessus l'épaule de son amie. Et cette partie sur le logement. Vous aurez toutes les deux vos propres suites dans le penthouse, intimité totale, accès à toutes les parties communes, services de ménage et cuisinière, si vous le souhaitez. Léa continua de lire, impressionnée par le niveau de détail. Il y avait des clauses sur les voyages, sur le temps de vie, commune minimum nécessaire pour maintenir la crédibilité de la relation, sur la manière de gérer la presse. Il y avait même une section spécifique sur ce qui se passerait si l'un des deux voulait mettre fin à l'accord avant le terme. « Cette clause sur la résiliation anticipée, demanda-t-elle, que signifie-t-elle exactement? Si pour une raison quelconque vous voulez partir avant les 12 mois, vous recevrez une compensation proportionnelle au temps passé dans l'accord. Si c'est moi qui veux y mettre fin, vous recevez la somme intégrale. Et si de vrais sentiments apparaissent, comme nous en avons discuté ?» Guillaume échangea un regard avec l'avocat. « Nous avons inclus une clause spécifique à ce sujet. Si nous convenons tous les deux que des sentiments sincères se sont développés, nous pouvons renégocier les termes de l'accord ou le convertir en une relation réelle. » Léa hocha la tête. C'était étrange de voir des sentiments humains traités comme des articles de contrat, mais au moins cela montrait que Guillaume avait pris ses conditions au sérieux. Après 2 heures de relecture et d'éclaircissement, le moment de la signature arriva. Léa tint le stylo pendant quelques secondes, regardant les lignes où elle devait apposer son nom. Une fois que ce serait fait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Dans 12 mois, soit elle serait une femme libre avec 2 millions d'euros, soit elle aurait vécu l'expérience la plus étrange de sa vie. Elle signa de son nom d'une écriture ferme. Guillaume signa juste après, et Maître Lambert authentifia les documents. « Félicitations », dit l'avocat avec un sourire professionnel. « Vous êtes officiellement fiancés. » L'étrangeté de la situation frappa Léa de plein fouet à ce moment-là. Elle était fiancée à un homme qu'elle connaissait depuis moins d'1 semaine. Ils allaient se marier dans 3 semaines, vivre ensemble pendant 1 an et faire semblant d'être amoureux. C'était complètement surréaliste. « Quand aimeriez-vous emménager dans le penthouse ?» demanda Guillaume en rangeant sa copie des documents. « Le plus vite possible », répondit Léa. « Notre situation actuelle n'est pas très tenable. Que diriez-vous de ce week-end? Je peux faire appel à une entreprise de déménagement. » Chloé, qui était restée silencieuse pendant la majeure partie de la conversation, prit enfin la parole. « Monsieur, Guillaume, puis-je poser une question? » « Bien sûr. Pourquoi faites-vous cela? Je veux dire, un homme comme vous doit avoir 1000 options plus simples. » Guillaume la regarda un instant, et Léa réalisa qu'il réfléchissait soigneusement à sa réponse. « Parce que les options simples, d'après mon expérience, ont tendance à se compliquer rapidement. C'est une situation claire, avec des attentes bien définies et des avantages mutuels. Je préfère l'honnêteté d'un accord commercial à la fausseté d'une romance simulée. » La réponse fut si typiquement pragmatique que Léa faillit sourire. Au moins, elle savait exactement à quel type de personne elle avait affaire. Le samedi matin, une équipe de déménageurs se présenta à l'appartement de Montrouge. Léa et Chloé n'avaient pas beaucoup d'affaires, quelques vêtements, des livres, le matériel informatique de Chloé et les quelques meubles qu'elles avaient réussi à acheter au fil des ans. Tout tenait dans moins de 10 cartons. Le penthouse de Guillaume se trouvait dans un immeuble résidentiel du 16e arrondissement et occupait les 2 derniers étages. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur le salon, Léa dut faire un effort conscient pour ne pas rester bouche bée. L'endroit était spectaculaire. Des baies vitrées, du sol au plafond, offraient une vue à 360 degrés sur la ville. La décoration était moderne et minimaliste, avec des meubles manifestement chers, mais l'espace ne semblait ni froid ni intimidant. Il y avait des touches personnelles, des livres, quelques plantes, des œuvres d'art qui semblaient avoir été choisies par goût personnel et non par un décorateur. « Oh là là !» murmura Chloé, « c'est plus grand que tout notre immeuble. » Guillaume apparut d'un des couloirs, vêtu d'un t-shirt et d'un jean, la première fois que Léa le voyait sans costume. Il paraissait plus jeune, plus accessible. « Bienvenue, dit-il. Laissez-moi vous montrer où vous allez vous installer. » Il les conduisit dans un long couloir menant à l'aile des suites.
Celle de Léa se trouvait au bout, c'était pratiquement un appartement complet avec une chambre, un salon, un dressing et une salle de bain avec jacuzzi. Les fenêtres donnaient sur le parc Monceau et il y avait un petit balcon avec une vue partielle sur la ville. « Voici ma suite », dit Guillaume en désignant une porte au milieu du couloir. « Et celle-ci sera celle de Chloé », indiqua-t-il une porte de l'autre côté. La suite de Chloé était légèrement plus petite, mais tout aussi luxueuse. Elle entra dans la chambre et se jeta sur le lit king size en riant comme une enfant. « Léa, je crois que je pourrais m'y habituer. » Guillaume sourit. La première expression véritablement détendue que Léa voyait chez lui. « Il y a une cuisinière disponible si vous le souhaitez, mais la cuisine est à votre disposition pour tout ce que vous préférez faire. La salle de sport se trouve à l'étage inférieur, ainsi que le bureau où je travaille quand je suis à la maison. » « Vous travaillez souvent à la maison ?» demanda Léa. « 2 ou 3 fois par semaine. Je trouve ça plus productif pour certaines activités. » Ils passèrent le reste de la matinée à organiser les affaires de Léa et Chloé, et elle fut surprise de voir à quel point Guillaume était serviable. Il aida à porter les cartons, suggéra la meilleure organisation pour le dressing et proposa même d'aider Chloé à installer son poste de travail dans sa suite. Au déjeuner, ils s'assirent tous les trois à la table du balcon avec une vue impressionnante sur la ville. La cuisinière, Madame Isabelle, une dame sympathique d'une 50aine d'années, avait préparé un déjeuner français traditionnel, un bœuf bourguignon, des pommes de terre et une salade. « Alors, » dit Chloé en prenant une généreuse portion de bœuf, « comment ça va se passer tout ça? Vous allez devoir vous comporter comme un couple amoureux en public? »« Pas exactement amoureux, » répondit Guillaume, « plutôt comme un couple adulte et réservé. L'idée est que nous avons développé une relation solide, basée sur le respect et la compatibilité intellectuelle. »« Et en privé ?» demanda Léa. « En privé, nous sommes juste 2 personnes partageant le même espace, sans obligation autre que celle stipulée dans le contrat. » C'était une idée étrange, mais rassurante en même temps. Léa avait été nerveuse à l'idée de devoir feindre l'intimité même lorsqu'il serait seul. Après le déjeuner, Guillaume se retira dans son bureau, laissant les 2 amis explorer librement le penthouse. Il y avait une salle de cinéma, une bibliothèque impressionnante, une terrasse avec piscine et même un petit jardin d'hiver. « Léa, » dit Chloé alors qu'elle se promenait sur la terrasse, « je sais que c'est bizarre et tout, mais franchement, ce n'est pas possible qu'il soit aussi froid qu'il en a l'air, non? Je veux dire, sa maison est magnifique, il a été super gentil avec nous, il a aidé avec les cartons. » Léa avait pensé la même chose. Le Guillaume qu'elle avait rencontré au bureau était calculateur et formel. Le Guillaume qui les avait accueillis chez lui était attentionné et même un peu timide. Peut-être y avait-il plus de facettes en lui qu'il n'y paraissait. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « Je pense qu'il est plus compliqué qu'il ne le laisse paraître. » Ce soir-là, après que Chloé se soit retirée dans sa chambre pour travailler sur un projet, Léa se retrouva seule dans le salon. Guillaume lisait un livre dans le fauteuil près de la fenêtre, et elle s'assit sur le canapé voisin avec un livre qu'elle avait emprunté dans sa bibliothèque. Ils restèrent dans un silence confortable pendant près d'1 heure, chacun plongé dans sa lecture. C'était étrange, comme la situation semblait naturelle, malgré toute l'artificialité de l'accord. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit finalement Léa. Guillaume leva les yeux de son livre. « Bien sûr. Pourquoi ne croyez-vous vraiment pas aux relations? Je veux dire, au-delà de l'aspect pratique de l'accord. » Il ferma son livre et la regarda un instant, comme s'il décidait quelle part de lui-même il était prêt à révéler. « Mes parents ont eu une relation terrible, » dit-il finalement. « Ils ont passé 20 ans à se détruire mutuellement au nom de l'amour. Ma mère a beaucoup souffert, mon père est devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. J'ai grandi en voyant que les sentiments intenses rendant les gens irrationnels et cruels. Et vous n'êtes jamais tombé amoureux? Une fois, à 25 ans. » Guillaume fit une pause. « Ça s'est terminé exactement comme je m'y attendais. Elle voulait des choses que je ne savais pas comment donner. Je voulais de la prévisibilité et de l'honnêteté. À la fin, nous nous sommes beaucoup fait de mal en essayant d'être quelque chose que nous n'étions pas. » Léa hocha la tête. Pour la première fois, elle voyait une facette véritablement vulnérable de lui. « Et vous ?» demanda-t-il. « Avez-vous déjà été marié, fiancé? J'ai eu une relation sérieuse il y a 3 ans.
Ça a duré 2 ans et demi. Léa s'installa mieux sur le canapé. Il voulait que je sois quelqu'un de plus docile. Il voulait que je renonce à ma carrière, que je me contente d'être entretenu. Ça n'a pas fonctionné. Vous avez choisi l'indépendance plutôt que la sécurité. J'ai choisi la dignité plutôt que la facilité. Guillaume la regarda avec quelque chose qui ressemblait à du respect. C'est un choix courageux. Ou têtu, selon le point de vue. Il faillit sourire. C'est peut-être la même chose. La conversation coula naturellement à partir de là. Ils parlèrent de travail, de famille, de leurs objectifs de vie. Léa découvrit que Guillaume était diplômé en ingénierie et en gestion, qu'il avait repris l'entreprise à 30 ans lorsque son père s'était retiré pour des problèmes de santé et que, malgré sa froideur apparente, il avait des opinions très fortes sur la responsabilité sociale des entreprises. Guillaume découvrit que Léa avait été la première personne de sa famille à faire des études supérieures, qu'elle avait obtenu une bourse complète à l'université grâce à ses mérites académiques, et qu'elle rêvait d'avoir un jour sa propre agence de communication axée sur des projets à impact social. Quand ils se retirèrent enfin dans leurs chambres respectives, vers minuit, Léa se rendit compte qu'elle avait complètement oublié qu'elle parlait à l'homme avec qui elle allait se marier par convenance. La conversation avait été sincère, intéressante et étonnamment confortable. Le dimanche, Guillaume les emmena découvrir l'immeuble et les environs. Il y avait un centre commercial à proximité, des restaurants, une boulangerie artisanale où ils se rendaient tous les matins pour acheter du pain. Léa remarqua qu'il avait une routine bien établie mais pas rigide. Il semblait être quelqu'un qui appréciait la prévisibilité, mais n'était pas obsédé par le contrôle. « Lundi, dit-il lors d'un café l'après-midi à la boulangerie, nous devrons faire notre première apparition publique officielle. Il y a un dîner de charité chez Michel Durand. C'est un petit événement, seulement une 50aine de personnes, mais plusieurs d'entre elles font partie du conseil d'administration de l'entreprise. « Comment dois-je me comporter ?» demanda Léa. « Soyez vous-même. L'idée est que nous sommes un couple qui s'est rencontré récemment, qui s'est connecté intellectuellement et qui a décidé de construire quelque chose ensemble. Rien de trop dramatique ou passionné. » Chloé rit. « Vous êtes parfaits l'un pour l'autre, tous les deux trop pragmatiques pour votre propre bien. » Guillaume et Léa se regardèrent et elle réalisa qu'il y avait quelque chose de vrai dans l'observation de son ami. C'est peut-être pour cela que l'accord fonctionnait si bien entre eux. Ils comprenaient tous les deux le besoin de pragmatisme sans jugement. Le lundi, Léa se réveilla avec une boule au ventre. C'était le jour de sa première apparition publique en tant que fiancée de Guillaume Delaroche. Elle avait choisi une élégante robe noire qu'il avait fait livrer le week-end, avec des chaussures et un petit sac parfaitement assorti. Guillaume l'attendait dans le salon, impeccable en smoking. Quand elle apparut, il la regarda de haut en bas d'une manière qui la fit légèrement rougir. « Vous êtes magnifique, » dit-il simplement. « Merci. Vous êtes aussi très élégant. » Dans la voiture en route pour l'événement, il l'instruisit sur certaines personnes qui seraient présentes, sur les sujets qui seraient probablement abordés, sur la manière de répondre aux questions sur leurs relations. Et si quelqu'un demande comment nous nous sommes rencontrés? Par le travail. Vous faisiez une mission de conseil pour une de nos entreprises partenaires. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, avons découvert que nous avions beaucoup en commun, et les choses ont évolué naturellement. Simple. Les meilleures histoires le sont souvent. La fête avait lieu dans un hôtel particulier, à Neuilly-sur-Seine, et dès l'instant où ils descendirent de la voiture, Léa sentit les regards sur eux. Guillaume lui offrit son bras, et elle l'accepta, essayant de projeter la confiance de quelqu'un qui appartenait à cet environnement. Guillaume, un homme d'une 60aine d'années, s'approcha avec un sourire chaleureux. Et voici sans doute la fameuse Léa dont nous n'arrêtons pas d'entendre parler. Michel, voici Léa Dubois, ma fiancée. Léa, Michel Durand, président du conseil d'administration d'Oratech. Léa tendit la main avec un sourire. Enchanté de vous connaître, monsieur Durand. Le plaisir est pour moi, ma chère. Guillaume a beaucoup parlé de vous. Et ainsi commença la soirée de représentation. Léa fut présentée à des dizaines de personnes, toutes curieuses de connaître la femme qui avait conquis le cœur du célibataire le plus convoité de Paris. Elle répondit aux questions avec naturel, parla de son travail, de ses centres d'intérêt, de la manière dont elle avait rencontré Guillaume.
Le plus surprenant était la façon dont Guillaume se comportait à ses côtés. Attentionné, mais pas excessif. Protecteur sans être possessif. Fier de la présenter, mais sans exagération dramatique. C'était exactement comme il l'avait décrit, un couple adulte et compatible. Pendant le dîner, assis côte à côte, ils maintinrent une conversation fluide avec les autres invités. Léa découvrit qu'elle parvenait à s'exprimer naturellement dans cet environnement et que beaucoup des personnes présentes étaient véritablement intéressantes. Ce n'était pas le monde de futilité qu'elle avait imaginé. « Vous formez un couple magnifique », commenta l'épouse de Michel, Madame Carmen. « C'est très rafraîchissant de voir Guillaume si détendu et heureux. » Léa le regarda et réalisa que Madame Carmen avait raison. Guillaume semblait vraiment plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. Peut-être que sa présence fonctionnait comme prévu. À la fin de la soirée, dans la voiture qui les ramenait à la maison, ils restèrent silencieux pendant quelques minutes. « Comment avez-vous trouvé ?» demanda finalement Guillaume. « Mieux que ce à quoi je m'attendais. Les gens ont été très accueillants. Vous vous en êtes très bien sortis. Naturelle, élégante, intelligente. Exactement ce dont nous avions besoin. » « Merci. » Léa fit une pause. « Guillaume, je peux dire quelque chose. »« Bien sûr. Vous aussi, vous étiez différent ce soir, plus humain. » Il la regarda avec curiosité. « Comment ça ?»« Je ne sais pas. Vous avez souri davantage, conversé plus facilement, vous sembliez moins rigide. Comme si la présence de quelqu'un à vos côtés vous mettait plus à l'aise. » Guillaume y réfléchit un instant. « Peut-être que vous avez raison. C'est peut-être plus facile de naviguer dans les situations sociales, quand je n'ai pas constamment à justifier pourquoi je suis seul. » Quand ils arrivèrent à la maison, Chloé les attendait dans le salon avec un sourire malicieux. « Alors, comment s'est passée la grande première ?»« Mieux que ce que nous espérions, » répondit Léa en enlevant ses chaussures. « Les gens ont été accueillants et nous fonctionnons bien ensemble. »« Nous fonctionnons bien ?» répéta Chloé en haussant un sourcil. « Quel choix de mots intéressant !» Léa comprit ce que son ami insinuait et rougit légèrement. C'était un accord professionnel, Chloé. Rien de plus. Mais quand elles dirent au revoir à Guillaume et allèrent à chacune dans leur chambre, Léa se rendit compte qu'il y avait quelque chose de différent dans la dynamique entre eux. Quelque chose qui avait changé pendant cette soirée de représentation. Peut-être n'était-ce que le confort croissant entre deux personnes qui apprenaient à travailler ensemble. Ou peut-être était-ce quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à admettre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis leur emménagement dans le penthouse, et Léa était surprise de la facilité avec laquelle elle s'était adaptée à sa nouvelle routine. Les matinées commençaient toujours par l'arôme du café que Guillaume préparait religieusement à 6h30, avant de partir pour la salle de sport de l'immeuble. Elle avait découvert qu'il avait une petite obsession pour le café de qualité et qu'il expérimentait toujours des grains différents, notant ses impressions dans un carnet spécialement dédié. C'était un jeudi, lorsque Léa se réveilla plus tard que d'habitude. Elle avait travaillé tard la veille sur une campagne pour l'agence, et quand elle arriva dans la cuisine à 8h, elle trouva une tasse de café encore chaud qui l'attendait, avec un petit mot à côté. « J'ai essayé un nouveau grain colombien. Je pense que tu vas aimer. G. » C'était le genre de petit geste attentionné que Guillaume faisait régulièrement, toujours sans fanfare, toujours comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Léa sourit en buvant le café. Il était délicieux, avec des notes de chocolat et une amertume douce qui correspondaient parfaitement à son goût. Chloé apparut dans la cuisine quelques minutes plus tard, encore en pyjama et les cheveux en désordre. « Bonjour Cendrillon », dit-elle avec un sourire endormi. « Le prince est déjà parti ?»« Arrête avec ça, » rit Léa. « Et oui, il est parti travailler. Tu te rends compte que vous êtes de plus en plus synchronisés, n'est-ce pas? Hier, vous avez terminé les phrases l'un de l'autre 3 fois pendant le dîner. C'est la cohabitation, Chloé. C'est normal quand des gens partagent le même espace. » Chloé prit une pomme dans la corbeille à fruits et l'observa avec un regard entendu. Bien sûr, ce n'est que ça. Léa préféra ne pas répondre. La vérité était qu'elle avait remarqué la même chose, mais n'était pas prête à admettre ce que cela pouvait signifier. Guillaume et elle avaient développé une routine confortable, une facilité de vie commune qui allait bien au-delà de ce qui était prévu dans le contrat.
Ils discutaient pendant les repas, regardèrent des films ensemble certains soirs, et il avait même commencé à lui demander son avis sur certaines décisions liées à l'entreprise. Au travail, Léa se plongea dans les activités de la journée, essayant de ne pas penser au confort croissant qu'elle ressentait en présence de Guillaume. Elle avait une présentation importante l'après-midi et voulait s'assurer que tout soit parfait. C'est vers midi que son téléphone sonna. C'était lui. « Léa, vous avez des projets pour ce soir ?»« Rien de particulier. Pourquoi ?»« Un engagement de dernière minute est apparu. Un dîner à l'Ambroisie avec des investisseurs internationaux. Il serait important que vous soyez présente. »« Bien sûr, pas de problème. »« Merci. »« Ah, et Léa ?» Guillaume fit une pause. Il serait peut-être intéressant de porter quelque chose de plus formel. Ces investisseurs sont assez traditionnels. Léa promit qu'elle se préparerait convenablement et raccrocha, passant déjà mentalement en revue sa garde-robe. Guillaume lui avait fourni quelques pièces plus élégantes, mais ce dîner semblait exiger quelque chose de spécial. À 18h, en rentrant chez elle, elle trouva une boîte Diane von Furstenberg sur son lit, avec une carte. « Pour ce soir, j'ai pensé que ça tirait bien. G. » À l'intérieur de la boîte se trouvait une robe bleu marine à la coupe impeccable, sophistiquée mais pas exagérée. Guillaume avait choisi la taille exacte, et quand Léa se regarda dans le miroir, elle dut admettre qu'il avait bon goût. La robe mettait en valeur sa silhouette sans être tape à l'œil, et la couleur complétait ses yeux marrons. Quand elle descendit dans le salon, Guillaume ajustait les poignets de sa chemise. Il la regarda de haut en bas, et quelque chose changea dans son expression. « Tu es éblouissante, » dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était pas là les autres fois. « Merci pour la robe. Tu as un excellent goût. »« J'ai de bons conseillers, » répondit-il, mais il continua de la regarder d'une manière qui la fit légèrement rougir. Le dîner à l'Ambroisie fut un succès. Léa discuta avec aisance avec les investisseurs allemands des tendances du marché français, impressionna un groupe de cadres japonais avec ses observations sur la communication interculturelle et réussit à faire rire un homme d'affaires anglais, avec une anecdote bien placée sur les différences culturelles entre la France et l'Europe. Guillaume l'observa toute la soirée avec ce qu'elle interpréta comme une fierté sincère. Ce n'était pas la satisfaction de quelqu'un dont le plan fonctionnait, mais la fierté de quelqu'un qui était véritablement impressionné par la personne à ses côtés. « Votre fiancée est remarquable », commenta l'investisseur allemand pendant le café. « Intelligente, éloquente, charismatique. Vous êtes un homme chanceux, Guillaume. »« Je le suis, » répondit Guillaume en regardant directement Léa. Et pour la première fois, elle crut qu'il était sincère. Dans la voiture, en rentrant, ils restèrent silencieux pendant quelques minutes. Le chauffeur conduisait doucement dans les rues illuminées de Paris et Léa se rendit compte qu'elle observait le profil de Guillaume reflété dans la vitre. « Tu as été incroyable ce soir, dit-il finalement. Je me suis amusé. Ce sont des gens intéressants. R. Müller a été impressionné par tes observations sur l'économie comportementale. Je vois rarement quelqu'un réussir à le faire changer d'avis sur quoi que ce soit. Il avait juste besoin d'une perspective différente. » Guillaume se tourna pour la regarder. « C'est exactement ce que tu fais, n'est-ce pas? Tu offres des perspectives différentes. Tu fais réfléchir les gens au-delà de leurs propres limites. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il dit cela qui fit légèrement accélérer le cœur de Léa. « Guillaume? Oui? » « Rien. Oublie. » Mais elle ne put oublier. Et pour la première fois depuis qu'ils avaient signé le contrat, elle se demanda si les sentiments qu'elle développait étaient unilatéraux. Le samedi suivant, Guillaume annonça pendant le petit déjeuner qu'ils avaient été invités au Bal Aurore, l'un des événements sociaux les plus prestigieux du calendrier parisien. C'est un événement caritatif annuel, expliqua-t-il. Très traditionnel, beaucoup de gens influents. Ce sera notre présentation officielle à la société parisienne. « Quel genre d'événement exactement ?» demanda Léa. « Formel, très formel. Musique classique, dîner de gala, vente aux enchères caritatives. Le code vestimentaire est black tie. » Chloé siffla doucement. « Oh là là, c'est du sérieux. C'est là que seront certaines personnes que je préférerais que tu rencontres dans un environnement contrôlé, » poursuivit Guillaume. « Comme qui ?» Léa sentit qu'il y avait autre chose derrière cette explication. « Mon cousin Laurent sera là, et probablement Bianca Moreau aussi. »
Qui est Bianca Moreau? Guillaume hésita un instant. Quelqu'un avec qui j'ai eu une relation il y a quelques années. Elle a du mal à accepter que nous ayons suivi des chemins différents. Chloé et Léa échangèrent un regard. C'était la première fois que Guillaume mentionnait une ex-petite amie, et d'après le ton de sa voix, cela semblait être un terrain miné. « Elle va poser problème ?» demanda directement Léa. « J'espère que non, mais il vaut mieux être préparé. » Le lundi, Guillaume emmena Léa dans une boutique exclusive de la rue du Faubourg Saint-Honoré pour choisir une robe pour le bal. C'était le genre d'endroit où il n'y avait pas de prix affiché et où la vendeuse offrait du champagne en présentant les options. « Monsieur Delaroche, quel plaisir de vous revoir !» dit la propriétaire, une femme élégante d'une 50aine d'années. « Et voici sans doute votre fiancé. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Léa passa les 2 heures suivantes à essayer des robes éblouissantes. Il y avait une Valentino rouge d'une élégance pure, une Oscar de la Renta bleu pétrole qui la faisait ressembler à une princesse et une Giorgio Armani noire qui était la définition de la sophistication. Que diriez-vous de celle-ci? La vendeuse apporta une dernière robe, une élissable couleur champagne avec de délicates broderies dorées. Elle était à la fois classique et moderne, élégante et audacieuse. Quand Léa sortit de la cabine d'essayage, Guillaume regardait son téléphone, mais il leva les yeux et s'arrêta net. La robe la transformait en quelque chose d'éthéré, de réel et d'irréel à la fois. « Celle-ci », dit-il simplement, « définitivement celle-ci. » Le jour du bal Aurore, Léa passa l'après-midi à se préparer. Chloé l'aida avec ses cheveux, un chignon élégant qui dégageait son cou et avec le maquillage doux mais sophistiqué. Quand elle enfila la robe et les escarpins loup-boutin que Guillaume avait choisis, elle se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. « Mon Dieu !» dit Chloé derrière elle. « Léa, tu es... Ouah !» Guillaume l'attendait dans le salon, impeccable dans un smoking sur mesure. Quand elle descendit les escaliers, il se leva et l'observa en silence pendant quelques secondes. « Tu es magnifique !» dit-il en lui offrant son bras. « Tu es aussi très élégant. » Le bal avait lieu à l'hôtel Ritz et dès leur arrivée, Léa eut l'impression d'être entrée dans un film. Le salon était décoré de fleurs blanches et dorées, un orchestre symphonique jouait, et les invités portèrent les bijoux les plus éblouissants qu'elle ait jamais vus. « Guillaume, mon chéri !» Une voix féminine attira son attention. C'était une femme éblouissante d'une 30aine d'années, blonde, portant une robe rouge qui coûtait probablement plus cher qu'une voiture. « Quelle surprise de te trouver ici. »« Bianca, » salua poliment Guillaume. « Voici ma fiancée, Léa Dubois. Léa, Bianca Moreau. » Bianca tendit une main parfaitement manucurée et sourit, mais ses yeux analysèrent. Léa de haut en bas avec une froideur calculée. « Enchantée, ma chère, j'ai tant entendu parler de vous. » Le ton était doux, mais il y avait du venin en dessous. « Quelle robe intéressante, très audacieuse pour quelqu'un de si jeune. » Léa lui rendit son sourire, gardant son sang-froid. « Merci, Guillaume a un excellent goût. »« Ah oui, il l'a toujours eu, » rit Bianca, mais le son n'atteignit pas ses yeux, bien qu'il soit parfois un peu impulsif dans ses choix. La tension dans l'air était palpable, et Léa sentit Guillaume se raidir à ses côtés. « Bianca, si vous nous excusez, commença-t-il. « Bien sûr, on se revoit plus tard, j'en suis sûr. » Bianca s'éloigna, mais pas avant de lancer un dernier regard venimeux à Léa. « C'était intense, » commenta Léa quand ils furent seuls. Bianca peut être territoriale, ignorer tout ce qu'elle dit. Mais Léa remarqua que Guillaume était plus tendu qu'il ne l'avait été de toute la soirée. Il y avait une histoire là, et ce n'était pas seulement une relation qui s'était mal terminée. Pendant le dîner, assis à une table, avec d'autres couples influents, la conversation coula normalement. Léa participa à des discussions sur l'art, la politique, les affaires, et impressionna de nouveau tout le monde par son intelligence et son éloquence. Ce fut pendant le dessert qu'un homme s'approcha de la table. Grand, brun, avec un sourire charmeur qui ne parvenait pas à cacher quelque chose de prédateur dans ses yeux. « Cousin, » dit-il en tapant sur l'épaule de Guillaume, « tu ne vas pas me présenter ta charmante fiancée ?»« Laurent, » répondit froidement Guillaume. « Léa, voici mon cousin, Laurent Delaroche. »« Laurent, Léa Dubois. » Laurent lui baisa la main avec une galanterie exagérée.
C'est un plaisir, Léa. Je dois dire que vous êtes encore plus belle que ce que les photos dans les journaux suggéraient. Merci. Et dire que vous avez réussi à conquérir le cœur de glace de mon cousin. Vous devez avoir des pouvoirs spéciaux. Léa comprit immédiatement que Laurent était le genre d'homme qui utilisait le charme comme une arme. Tout en lui semblait calculé pour impressionner. Mais il y avait quelque chose de véritablement désagréable sous la surface polie. « Guillaume est une personne exceptionnelle », répondit-elle diplomatiquement. « Oh, en effet, si exceptionnelle qu'il a même réussi à tomber amoureux. » Laurent rit, mais il y avait quelque chose de cruel dans le son. Qui aurait cru qu'il était capable de sentiments si humains? La provocation était évidente, et Léa vit Guillaume serrer la mâchoire. Il était clair qu'il y avait une profonde rivalité entre les cousins. « L'amour nous surprend parfois, » dit-elle doucement, posant sa main sur celle de Guillaume dans un geste qui semblait naturel, mais était calculé pour montrer leur unité. « Que c'est? »« Romantique, » sourit Laurent. « Eh bien, j'espère que vous serez très heureux. Et Guillaume, n'oublie pas que nous avons encore cette conversation en suspens sur les affaires de famille. » Quand Laurent s'éloigna, Léa remarqua que Guillaume était visiblement contrarié. « Quelles affaires de famille ?» demanda-t-elle à voix basse. « Rien dont tu doives te préoccuper ce soir. » Mais elle pouvait voir que c'était exactement le genre de choses dont elle devrait se préoccuper. L'orchestre commença à jouer une valse, et Guillaume se leva en lui tendant la main. « Tu danses ?» Sur la piste de danse, avec Guillaume la guidant doucement au son de la musique, Léa se sentit comme dans un autre monde. Ils dansaient bien ensemble, leurs mouvements synchronisés comme s'ils avaient pratiqué pendant des années. « Tu danses très bien, » commenta-t-elle. « Des cours obligatoires pendant l'adolescence, ma mère insistait. » Où est-elle, d'ailleurs? Je pensais qu'elle serait là. Elle est en voyage, mais elle serait fière de voir comment tu gères tout ça. Léa le regarda dans les yeux et un instant oublia complètement qu'il faisait semblant. « Guillaume, je peux te demander quelque chose? » « Bien sûr. Ça, la façon dont nous nous entendons, dont nous fonctionnons ensemble, c'est juste parce que nous sommes compatibles professionnellement. Ou y a-t-il autre chose? » Guillaume arrêta de danser un instant, la regardant droit dans les yeux. « Léa, Guillaume, mon chéri. » La voix de Bianca coupa le moment comme une lame. « Je peux te voler ta fiancée pour une petite conversation? Entre filles. » Avant que l'un ou l'autre ne puisse protester, Bianca avait passé son bras sous celui de Léa et l'entraînait, loin de la piste de danse. « Allons aux toilettes des dames, ma chère, nous devons parler. » Dans les toilettes luxueuses, Bianca se plaça entre Léa et la porte et son masque de cordialité tomba complètement. « Très bien, ma chère, arrêtons de faire semblant. Je sais exactement ce que tu es et ce que tu fais. » « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Bien sûr que si, une fille d'origine modeste qui a eu la chance d'attirer l'attention de Guillaume à un moment vulnérable. » Bianca croisa les bras. « Tu crois vraiment que tu peux le tromper indéfiniment? Je ne trompe personne. S'il te plaît. Guillaume traverse peut-être une phase, mais il n'est pas stupide. Il finira par se rendre compte que vous venez de mondes complètement différents. » Léa respira profondément, essayant de garder son calme. « Bianca, je ne sais pas quel genre de relation vous avez eu, mais ça ne vous donne pas le droit de... » « Le droit ?» Bianca rit froidement. « Ma chère, je connais Guillaume depuis 10 ans. Je sais exactement ce dont il a besoin, ce qu'il... qu'aime le genre de femme qui le complète vraiment. Et ce n'est pas toi. Alors pourquoi n'est-il pas avec vous ?» La question toucha Bianca dans son orgueil, et un instant, son sang-froid vacilla. « Parce qu'il est confus. Mais la confusion passe. Et si elle ne passe pas, elle passera. » Bianca s'approcha, baissant la voix. « Et quand elle passera, tu retourneras à tes origines, avec tes petits amis de la classe moyenne, et Guillaume retournera là où il appartient, avec quelqu'un qui le comprend vraiment. » Léa sentit la colère monter, mais força un sourire. « Vous savez, Bianca, vous avez peut-être raison sur beaucoup de choses. Guillaume et moi venons vraiment de mondes différents. Mais il y a une chose que vous ne comprenez pas. » « Quoi ? » ?»« Il a choisi d'être avec moi, et tant que ce sera son choix, je serai à ses côtés. Si un jour il décide que ce n'est pas ce qu'il veut, je respecterai sa décision. Mais je ne quitterai pas la scène parce qu'une ex-petite amie aigrie pense qu'elle a encore des droits sur lui. » Bianca la regarda avec une colère pure pendant quelques secondes, puis remit son masque d'élégance. « Nous verrons. » Quand elles retournèrent dans le salon, Guillaume parlait avec un groupe d'hommes d'affaires,
mais ses yeux la cherchèrent immédiatement. Il s'excusa et vint à sa rencontre. « Tout va bien ?» demanda-t-il à voix basse. « Parfaitement. » Léa sourit, mais il remarqua que quelque chose avait changé. Le reste de la soirée se passa sans autre confrontation directe, mais Léa sentait constamment les regards de Bianca et Laurent sur eux. C'était comme s'ils étaient étudiés, analysés, testés. Dans la voiture, en rentrant, Guillaume rompit finalement le silence. « Qu'est-ce que Bianca t'a dit ?» Léa envisagea de mentir, mais opta pour l'honnêteté. « Que nous venons de mondes différents et que tu finiras par t'en rendre compte. » Et qu'as-tu répondu ? « Que tant que tu choisiras d'être avec moi, je serai à tes côtés. » Guillaume la regarda longuement. « Et si je choisis de rester en permanence ?» La question la prit complètement au dépourvu. Guillaume, « Léa, ces dernières semaines, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ça. » « Comment ça ?»« Intelligente, oui, ça je le savais, mais aussi drôle, attentionnée, sincère. Tu me donnes envie d'être une meilleure version de moi-même. » Le cœur de Léa battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Tu m'as surprise aussi. Je pensais que tu étais froid et calculateur, mais tu es attentionné, protecteur, et plus gentil que tu ne le laisses paraître. » « Léa, oui ? Je peux t'embrasser ?» La question resta en suspens, dans l'air de la voiture pendant quelques secondes qui parurent une éternité. Léa savait que si elle disait oui, il franchirait une ligne sans retour. Elle savait que de vrais sentiments émergeaient, exactement comme elle l'avait stipulé dans le contrat, et que cela devait être traité avec honnêteté. « Oui, » murmura-t-elle. Le baiser fut doux au début, presque hésitant, comme s'ils testaient tous les deux des eaux inconnues. Puis il s'approfondit, chargé de semaines de tensions croissantes, de moments volés, de regards qui duraient un peu plus longtemps que nécessaire. Quand ils se séparèrent, ils se regardèrent en silence. « Ça change tout, » dit finalement Guillaume. « Je sais. Ça ne faisait pas partie du plan. Les plans changent. » Il sourit, un sourire sincère, vulnérable. « Je suis terrifié. Moi aussi. Mais je ne veux pas m'arrêter. Moi non plus. » Quand ils arrivèrent au Penthouse, Chloé les attendait avec un sourire curieux. « Comment était le bal ? Vous avez l'air différent. » Léa et Guillaume se regardèrent, et elle réalisa qu'elle ne pourrait rien cacher à sa meilleure amie. « C'était révélateur, » dit-elle, finalement. « Révélateur comment ? » « Comme si cet accord était peut-être plus compliqué que nous ne l'imaginions, » répondit Guillaume. Chloé les regarda tour à tour, puis sourit avec satisfaction. « Enfin, je me demandais quand vous alliez admettre que vous étiez amoureux. »« Nous ne sommes pas amoureux, » protesta automatiquement Léa. « Pas encore, » ajouta Guillaume en la regardant droit dans les yeux. Le mot resta en suspens dans l'air comme une promesse et une menace à la fois. Car s'il y avait une chose que tous les trois savaient à ce moment-là, c'est qu'ils naviguaient en territoire complètement inexploré. Et pour la première fois depuis qu'ils avaient signé le contrat, aucun d'eux n'était sûr de la façon dont tout cela se terminerait. Les jours qui suivirent le bal Aurore furent marqués par un changement subtil mais perceptible dans la dynamique du Penthouse. Léa et Guillaume n'avaient pas parlé directement du baiser, mais il y avait une nouvelle conscience entre eux, une tension électrique qui flottait dans l'air chaque fois qu'ils se croisaient dans la cuisine le matin ou s'asseyaient ensemble pour regarder le journal du soir. C'était un lundi, lorsque Guillaume frappa à la porte de la suite de Léa vers 21h. Elle travaillait sur des rapports de l'agence, vêtue d'un peignoir en soie qu'il lui avait fourni avec d'autres sous-vêtements lorsqu'il avait découvert qu'elle ne possédait rien d'adéquat pour sa nouvelle vie. « Je peux entrer ?» demanda-t-il à travers la porte. « Bien sûr. » Guillaume entra, portant 2 verres de vin et une expression légèrement nerveuse qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « J'ai pensé que nous pourrions parler. » Léa ferma son ordinateur portable et s'installa plus confortablement sur le lit, acceptant le verre de vin. C'était un Bordeaux exceptionnel, du genre qui coûtait plus que son ancien salaire mensuel. « À propos de ce qui s'est passé samedi ?» demanda-t-elle directement. « Entre autres choses. » Guillaume s'assit dans le fauteuil près du lit, gardant une distance respectueuse. « Léa, je dois être honnête avec toi sur certaines choses. » Son ton sérieux la glaça de l'intérieur. « Quel genre de choses ?»« À propos de Laurent.
à propos de la raison pour laquelle ce mariage est si important. Guillaume prit une gorgée de vin avant de continuer. « Mon père n'est pas mort de cause naturelle. » Léa faillit laisser tomber son verre. « Comment ça? Il s'est suicidé. » Le mot sortit comme un murmure douloureux. Il souffrait d'une grave dépression, de problèmes avec l'entreprise, de pression que je n'ai pas su reconnaître à l'époque. « Guillaume, je suis tellement désolé. » La clause du mariage dans le testament n'était pas son idée, c'était celle de Laurent. Guillaume se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il a convaincu mon père, dans l'état mental fragile où il se trouvait, que j'avais besoin de stabilité émotionnelle pour diriger l'entreprise correctement. Léa commença à comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Laurent a planifié ça. Il a planifié d'avoir le contrôle d'Oratech si je ne parvenais pas à me marier dans les délais. Guillaume se tourna pour la regarder. Il savait que je ne croyais pas aux relations. Il savait qu'il serait presque impossible pour moi de trouver quelqu'un de sincère en si peu de temps. C'est pour ça que tu as opté pour l'accord contractuel. C'était la seule solution logique, jusqu'à ce que... Guillaume hésita. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que je commence à ressentir des choses que je ne m'attendais pas à ressentir. Léa posa son verre sur la table de chevet et se leva, marchant vers lui. Quel genre de choses? Léa, je me réveille en pensant à ton sourire. Je passe la journée à chercher des excuses pour t'appeler. Je rentre à la maison impatient de savoir comment s'est passée ta journée. Il la regarda avec une vulnérabilité qui la désarma complètement. Je ne sais pas quand j'ai arrêté de faire semblant que tu n'étais qu'une solution à un problème. Elle tendit la main et lui toucha doucement le visage. Guillaume, je sais que ça complique tout. Je sais que ce n'était pas l'accord. L'accord incluait une clause sur les sentiments réels, lui rappela-t-elle doucement. Il l'incluait. Mais je ne sais pas comment procéder à partir de maintenant. Léa sourit. Et si on commençait par être honnête l'un envers l'autre? Honnête comment? En te disant que moi aussi je me réveille en pensant à toi. Que j'attends que tu rentres à la maison. Que cet endroit ne devient vraiment un foyer que lorsque tu y es. Guillaume la regarda en silence pendant un long moment, puis l'attira doucement plus près de lui. « Léa, je peux t'embrasser à nouveau. » Cette fois, elle n'hésita pas. « Oui. » Le baiser fut différent du premier, moins hésitant, plus profond, chargé de semaines de tension et d'aveux récents. Quand ils se séparèrent, ils restèrent enlacés, respirant au même rythme. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, nous essayons de découvrir comment transformer un contrat en quelque chose de réel. » Ce fut Chloé qui les trouva le lendemain matin, enlacés sur le canapé du salon, endormis sous une couverture. Elle s'arrêta à l'entrée de la cuisine et sourit avec satisfaction. « Bonjour les tourtereaux. » Léa se réveilla la première, encore dans les bras de Guillaume, et sentit son visage s'empourprer. « Chloé, détends-toi, je trouve ça adorable. » Chloé alla faire du café. « Il était temps que vous arrêtiez de faire semblant que ce n'était que des affaires. » Guillaume ouvrit les yeux et sourit serrant Léa contre sa poitrine. « Bonjour. On a dormi ici ?» On a parlé tard, on a fini par s'endormir. C'était étrange comme quelque chose d'aussi simple que de se réveiller dans ses bras semblait si naturel, comme si c'était exactement là où elle devait être. Les jours suivants furent une découverte constante. Guillaume était étonnamment romantique quand il se permettait d'être vulnérable. Il laissait de petits cadeaux à Léa, des livres qu'il pensait qu'elle aimerait, des fleurs choisies personnellement, des billets pour des spectacles qu'elle avait mentionné vouloir voir. Léa, de son côté, découvrit qu'elle avait un talent naturel pour briser les barrières émotionnelles que Guillaume avait construites au fil des ans. Elle parvenait à le faire rire facilement, le faisait parler de ses peurs et de ses rêves, et voyait progressivement l'homme derrière le masque du PDG implacable. Ce fut un jeudi que tout commença à s'effondrer. Léa était au travail quand elle reçut un appel de Chloé, visiblement bouleversée. « Léa, tu dois rentrer à la maison, maintenant. » « Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bianca est venue ici. » Léa sentit son sang se glacer. « Comment ça, elle est venue ici? » « Elle est apparue en disant qu'elle avait une proposition pour toi. Elle a laissé une enveloppe et a dit que tu avais jusqu'à demain pour donner une réponse. Quel genre de proposition? » Je n'ai pas ouvert l'enveloppe, mais Léa, elle était très sûre d'elle.
Il y avait quelque chose en elle qui m'a fait peur. Léa inventa une excuse au travail et partit en courant. Dans le taxi qui la ramenait chez elle, 1000 possibilités lui traversèrent l'esprit, aucune d'entre elles n'étant bonne. Bianca avait montré au bal qu'elle était capable de tout pour récupérer Guillaume, et une femme désespérée et riche était une combinaison dangereuse. À la maison, elle trouva Chloé dans le salon, clairement nerveuse. L'enveloppe était sur la table basse, épaisse, et avec le nom de Léa écrit d'une écriture élégante. Elle a dit autre chose, que tu comprendrais parfaitement ce qu'elle proposait, et que ce serait intelligent d'accepter. Léa ouvrit l'enveloppe avec des mains légèrement tremblantes. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photographies et un document d'une page. Les photographies la montraient, elle et Guillaume, dans des moments intimes des derniers jours. Enlacés sur le canapé, s'embrassant dans la cuisine, marchant main dans la main dans le parc près de l'immeuble. Quelqu'un les avait surveillés, photographiés, envahissant leur vie privée de manière effrayante. Le document était une proposition directe, 5 millions d'euros pour que Léa rompe le contrat avec Guillaume et disparaisse de sa vie de façon permanente. « Léa ?» Chloé s'approcha, voyant qu'elle n'avait pas lu. « Qu'est-ce que c'est ?» Léa montra les photographies et le document à son ami, qui fut tout aussi choqué. « Elle t'offre 5 millions pour que tu disparaisses ? Et il y a des photos de nous. Quelqu'un nous surveille, Chloé. Tu vas le dire à Guillaume ? » Bien sûr que oui. Léa remit tout dans l'enveloppe. Elle est folle si elle pense qu'elle peut m'acheter. Mais quand Guillaume rentra ce soir-là, ses premiers mots furent « Nous devons parler ». Léa le regarda et remarqua qu'il était visiblement secoué. « Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Laurent est venu me voir aujourd'hui. Il a des informations sur notre accord. » Le cœur de Léa s'emballa. Quel genre d'informations ? Guillaume s'assit lourdement sur le canapé. Il sait pour le contrat, pour les conditions financières, pour tout. Comment peut-il savoir ça ? Je ne sais pas. Mais il menace de le rendre public si je ne lui transfère pas volontairement mes actions. Léa s'assit à côté de lui et prit l'enveloppe qui était sur la table. Guillaume, Bianca m'a aussi fait une proposition aujourd'hui. Elle lui raconta la visite, lui montra les photographies, lui expliqua l'offre de 5 millions. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle voyait le visage de Guillaume s'assombrir de plus en plus. « Ils travaillent ensemble, dit-il finalement. Comment ça ? Laurent et Bianca. J'ai toujours soupçonné qu'il y avait un lien entre eux, mais maintenant c'est clair. Il veut l'entreprise, elle veut me récupérer. Ils ont décidé d'unir leurs forces. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi l'aiderait-elle à obtenir l'entreprise si son but est d'être avec toi ? Guillaume soupira profondément. Parce que si Laurent prend le contrôle d'Oratech, je serai vulnérable, fragilisé, ayant besoin de soutien. Et qui sera là pour m'offrir réconfort et soutien ? La machination était cruelle et intelligente. Léa sentit un frisson de peur sincère. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. Guillaume passa les mains dans ses cheveux. Si nous rendons le contrat public, je passe pour un manipulateur qui a acheté une épouse. Si nous ne faisons rien, ils peuvent divulguer les informations de toute façon en contrôlant le récit. Il y a une troisième option, dit doucement Léa. Laquelle ? J'accepte la proposition de Bianca et je disparais. Guillaume la regarda comme si elle venait de dire la chose la plus absurde du monde. N'y pense même pas. Guillaume, 5 millions, c'est beaucoup d'argent. Et si je quitte la scène, Laurent perd son argument principal. Léa, tu ne comprends pas. Guillaume se tourna pour la regarder droit dans les yeux. Il ne s'agit plus du contrat depuis longtemps. Il s'agit de nous, de ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Je sais, mais... Non, pas de mais. Je ne les laisserai pas détruire, ce que nous avons construit. La détermination dans sa voix la toucha profondément, mais la rendit aussi encore plus inquiète. Et s'ils y arrivent, et si tu perds tout à cause de moi ? Alors je perdrai tout pour une cause qui en vaut la peine. Cette nuit-là, aucun des deux ne parvint à dormir. Ils restèrent dans le lit de Guillaume. Elle avait commencé à y dormir ces dernières nuits, discutant des possibilités, des stratégies, essayant de trouver une issue au labyrinthe dans lequel il se trouvait. Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire, murmura Léa, la tête posée sur sa poitrine. Il y en a une, mais tu ne vas pas l'aimer. Quoi ?
Nous pouvons avancer le mariage et tout rendre public avant qu'il ne le fasse. Raconter notre version de l'histoire en premier. Léa leva la tête pour le regarder. Raconter quelle version? La vérité. Que ça a commencé comme un accord de convenance, mais que ça s'est transformé en un amour réel. Le mot amour resta en suspens dans l'air entre eux. C'était la première fois que l'un d'eux le prononçait. « C'est ça que c'est ?» demanda-t-elle doucement. « De l'amour ?» Guillaume la regarda dans les yeux. « Je ne sais pas comment appeler autrement ce que je ressens pour toi. » Léa sentit des larmes se former. « Guillaume, je t'aime, Léa. Je sais que c'est compliqué. Je sais que ça a commencé de manière étrange. Mais c'est réel. C'est la chose la plus réelle que j'ai jamais ressentie dans ma vie. Je t'aime aussi, murmura-t-elle, et ça me terrifie. D'abord quoi? Parce que maintenant, il ne s'agit plus seulement de moi, il s'agit de nous. Et je ne sais pas si je suis assez forte pour me battre contre des gens comme Bianca et Laurent. Guillaume l'embrassa doucement. Tu es plus forte que tu ne l'imagines, et tu n'es pas seule dans ce combat. Le vendredi matin, Léa se réveilla et trouva Guillaume déjà habillé pour le travail. « J'ai une réunion importante aujourd'hui », expliqua-t-il. « Je vais essayer de parler à quelques conseillers de l'entreprise, voir si je peux obtenir leur soutien avant que Laurent ne passe à l'action. Et moi, que dois-je faire concernant la proposition de Bianca? Ignore-la, ne lui donne pas la satisfaction d'une réponse. » Léa passa toute la journée à l'agence à essayer de se concentrer sur son travail, mais son esprit était constamment tourné vers la situation à la maison. Vers 15 heures, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. « Léa Dubois? »« Oui. Ici Amandine Leroy, du journal Le Monde. J'aimerais vous poser quelques questions sur votre relation avec Guillaume de la Roche. » Le sang de Léa se glaça. Quel genre de questions? Sur la nature contractuelle de votre relation. Nous avons des informations selon lesquelles il s'agit d'un mariage arrangé pour des raisons financières. Ils avaient divulgué l'histoire. Bianca et Laurent avaient mis leurs menaces à exécution. Je n'ai aucun commentaire, dit Léa avant de raccrocher. Dans les minutes qui suivirent, elle reçut 5 autres appels de journalistes différents. L'histoire se propageait comme une traînée de poudre. Elle appela immédiatement Guillaume. « Guillaume, ils ont tout divulgué. »« Je sais, je vois. Les appels arrivaient maintenant. » « Qu'est-ce qu'on fait? »« Tu rentres à la maison immédiatement. Je vais annuler mes réunions et je te rejoins là-bas. Ne parle à aucun journaliste. » Le trajet de retour fut un cauchemar. Léa dut sortir par la porte de derrière de l'agence pour éviter 2 reporters qui attendaient devant le bâtiment. Dans le taxi, elle vit son nom en tendance sur Twitter. Les gros titres étaient dévastateurs. Un milliardaire s'achète une épouse pour 2 millions. Le faux mariage de Guillaume de la Roche, Cendrillon moderne. Ou croqueuse de diamants? Quand elle arriva au Penthouse, elle trouva Guillaume au téléphone avec ses avocats, visiblement furieux. Il mit fin à l'appel et vint l'embrasser immédiatement. « Comment te sens-tu? »« Comme si le monde entier me jugeait, » répondit-elle honnêtement. « Léa, nous allons surmonter ça. Nous trouverons un moyen. » Chloé apparut dans le salon, pâle et visiblement secouée. « Les gars, il y a des journalistes à l'entrée de l'immeuble. Le concierge a appelé pour dire qu'il ne pourra pas les retenir longtemps. »« Parfait, » murmura Guillaume. « Nous sommes piégés ici. » C'est à ce moment que le téléphone de la maison sonna. C'était Madame Isabelle, la cuisinière. « Monsieur Guillaume, il y a une dame ici qui dit être votre mère. » Guillaume fronça les sourcils. « Ma mère? Elle est en voyage. Elle dit qu'elle doit vous parler de toute urgence. » Quelques minutes plus tard, une femme élégante d'environ 55 ans entra dans le salon. Iris de la Roche était une version féminine de Guillaume, même posture aristocratique. Même yeux bleus perçants, mais avec une douceur maternelle qu'il ne possédait pas. « Maman ?» Guillaume se leva, clairement confus. « Je pensais que tu étais à Paris. Je suis rentré quand j'ai appris le désordre. » Iris embrassa son fils sur la joue, puis se tourna vers Léa. « Et voici sans doute la fameuse Léa, qui a enfin conquis le cœur de mon fils. » Léa rougit légèrement. « Madame de la Roche, enchantée de vous connaître. Le plaisir est pour moi, ma chère. Et s'il vous plaît, appelez-moi Iris. » Guillaume semblait toujours abasourdi par la présence de sa mère. « Comment as-tu su pour le désordre ?»
Laurent m'a appelé hier soir. L'expression d'Iris se durcit. Il pensait que je serais choqué et que je courais te confronter à propos de ce mariage scandaleux. Et tu ne l'as pas été? Iris rit, un son mélodieux qui rappelait Guillaume quand il était détendu. Mon chéri, j'étais au courant du contrat depuis le début. Le silence qui suivit fut absolu. Comment ça, tu savais? Demanda Guillaume. Tu pensais vraiment que tu pouvais enquêter sur la vie de quelqu'un de manière aussi approfondie sans que je le sache? J'ai mes propres contacts, Guillaume. Iris s'installa sur le canapé. J'étais au courant de l'accord, des conditions, de tout. Et tu n'as rien dit? Pourquoi? C'était une solution intelligente à un problème créé par ton cousin manipulateur. Et franchement, je pensais qu'un peu de compagnie féminine te ferait du bien. Léa et Guillaume se regardèrent, encore en train de digérer la révélation. Mais ensuite, poursuivit Iris, j'ai commencé à recevoir des rapports différents sur la façon dont vous vous comportiez ensemble, sur de petits gestes affectueux, sur le fait que Guillaume souriait davantage, et j'ai réalisé que quelque chose de réel était en train de naître. Des rapports de qui? Demanda Guillaume en fronçant les sourcils. De Madame Isabelle, principalement. Elle a des yeux très observateurs. La cuisinière avait été l'informatrice de la matriarche de la famille. C'était presque comique. Iris, dit Léa avec hésitation, vous n'êtes pas contrariée par la situation? Contrariée? Ma chère, je suis ravi. Iris sourit chaleureusement. Mon fils a enfin trouvé quelqu'un qui le rend sincèrement heureux. Peu m'importe comment ça a commencé. Mais maintenant? Demanda Guillaume. Avec toute cette exposition médiatique? L'expression d'Iris devint plus sérieuse. Maintenant, mes chers, il est temps de vous battre pour ce que vous avez. Cette nuit-là, ils élaborèrent une stratégie à trois. Iris avait apporté des informations précieuses sur les manœuvres de Laurent, y compris des détails sur ses propres dettes et problèmes financiers qui pourraient être utilisés comme contre-attaque. Laurent a toujours été ambitieux, expliqua Iris. Mais il a aussi toujours été négligent. Si nous creusons un peu, je suis sûr que nous trouverons des squelettes dans son placard. Et Bianca? Demanda Léa. Ah, Bianca. Iris sourit avec une expression qui rappelait un prédateur. Laissez-moi m'occuper de Bianca. Je connais quelques secrets sur la famille Moreau qu'elle préférerait garder enterrés. C'était étrange comme la présence de la mère de Guillaume avait complètement changé la dynamique de la situation. Pour la première fois depuis que tout avait commencé à s'effondrer, Léa sentait qu'il y avait peut-être de l'espoir. Demain, annonça Iris, nous donnerons notre propre conférence de presse. Nous raconterons notre version de l'histoire avant qu'il ne contrôle complètement le récit. Notre version? Demanda Guillaume. La vérité. Que oui, ça a commencé comme un accord commercial, mais que ça s'est transformé en un amour réel, et que cela, d'une certaine manière, rend l'histoire encore plus belle. Léa regarda Guillaume, qui lui sourit avec une expression mêlant soulagement et détermination. Peut-être qu'il pouvait vraiment gagner cette bataille. Peut-être que l'amour était plus fort que toute la manipulation et le chantage. Mais alors que la nuit avançait et qu'ils planifiaient tous les trois la contre-offensive, aucun d'eux n'imaginait que Laurent et Bianca avaient encore une carte dans leur manche. Une carte qui pourrait tout détruire d'un seul coup. Le samedi matin arriva avec une pluie fine qui couvrait Paris comme un voile de mélancolie. Léa se réveilla tôt dans les bras de Guillaume, mais cette fois, il n'y avait pas de paix dans son réveil. Aujourd'hui serait le jour de la conférence de presse qui tenterait de sauver leur réputation et leurs relations. Iris était déjà dans la cuisine quand ils descendirent, impeccablement vêtus malgré l'heure matinale, parlant au téléphone d'un ton bas mais ferme. « Oui, je comprends les implications. Non, ce n'est pas négociable. Parfait, on se voit à 10 heures. » Elle raccrocha et se tourna vers eux avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour mes chers, bien dormis ?»« Compte tenu des circonstances, » répondit Guillaume en servant du café pour tout le monde. « À qui parlais-tu ?»« Maître Henri Fournier, mon avocat, et j'ai de bonnes nouvelles. » Iris s'installa à table. « Nous avons trouvé des informations très intéressantes sur les activités financières de ton cousin. » « Quel genre d'informations ? » « Apparemment, Laurent a utilisé des fonds de l'entreprise pour couvrir des dettes personnelles considérables, des dettes de jeu plus précisément. » Léa faillit laisser tomber sa tasse de café.
Il est accro au jeu? Et très mauvais à ce jeu, semble-t-il. Il doit environ 3 millions d'euros à des gens très peu recommandables. Guillaume fronça les sourcils. Comment as-tu découvert ça? Mon chéri, quand on a 60 ans et qu'on connaît l'élite parisienne depuis des décennies, on développe un réseau d'informations très efficace. Iris sourit avec satisfaction. Madame de Montmorency du Jockey Club de Paris a été très éclairante. Chloé apparut dans la cuisine, encore en pyjama mais clairement nerveuse. Les gars, il y a encore plus de journalistes à l'entrée. Et il y a aussi des gens avec des pancartes. Quel genre de pancartes? Demanda Léa, craignant la réponse. Certains pour, d'autres contre. Un groupe vous traite d'escroc romantique. Un autre défend le droit à l'amour véritable. La situation était devenue un cirque médiatique. Léa soupira profondément. « Iris, es-tu sûre que la conférence de presse est une bonne idée? Plus que jamais. Nous devons contrôler le récit avant qu'il ne nous détruise complètement. » Le téléphone de la maison sonna. C'était de nouveau Madame Isabelle. « Monsieur Guillaume, il y a une jeune femme ici qui dit devoir parler de toute urgence à Madame Léa. Elle dit que c'est à propos de Chloé. »« De moi ?» Chloé devint pâle. « Qui est-ce » Quelques minutes plus tard, une jeune femme, visiblement nerveuse, entra dans le salon. L'hésitation était claire, dans ses yeux. « Léa Dubois? Oui, c'est moi. Je m'appelle Carla Petit. Je travaillais pour Laurent Delaroche. » Le silence dans la pièce fut total. « Travailler ?» demanda Guillaume. « Il m'a renvoyé hier, après que j'ai refusé de faire quelque chose que je considérais comme mal. » Carla regarda spécifiquement Chloé. « Mademoiselle, il m'a demandé de pirater vos ordinateurs et de planter des preuves que vous vendiez des informations sur la famille Delaroche. » Chloé devint livide. « Quoi? C'était censé être son prochain coup. Vous discréditez et par la même occasion votre ami. » Carla sortit une clé USB de son sac. « J'ai toutes les preuves ici. Des emails de lui ordonnant ses actions, des paiements à des détectives privés, tout. » Iris se leva, les yeux brillants. « Carla, ma chère, vous pourriez être notre salut à tous. » Je n'ai pas fini. Carla respira profondément. « Monsieur Delaroche, votre cousin n'agit pas seul dans cette affaire. » « Comment ça? » Bianca Moreau lui a offert 500 000 € pour qu'il prenne le contrôle de l'entreprise. Elle ne veut pas seulement vous récupérer, elle veut aussi l'entreprise. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent enfin. Bianca et Laurent ne collaboraient pas seulement. Ils étaient associés dans une tentative de coup d'État d'entreprise déguisée en drame personnel. « Il y a encore une chose, » poursuivit Carla, visiblement nerveuse. « Il prévoit d'interrompre votre conférence de presse aujourd'hui. Bianca va apparaître en disant qu'elle est enceinte de Monsieur Guillaume. » Léa eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Quoi? C'est un mensonge, bien sûr, mais ils ont de faux examens, une histoire bien ficelée. L'idée est de créer le plus grand scandale possible. » Guillaume était visiblement furieux. « C'est de la diffamation, de la calomnie. C'est la guerre, » dit simplement Iris. « Et maintenant, nous savons exactement comment contre-attaquer. » Les 2 heures suivantes furent intenses. Iris coordonna une opération militaire de précision, passant des appels, organisant des avocats, préparant des documents. Carla fournit toutes les preuves numériques qu'elle possédait, créant un dossier dévastateur contre Laurent. À 11 heures, la conférence de presse commença dans le grand salon de l'Hôtel Ritz. Léa était nerveuse mais déterminée. Guillaume, à ses côtés, projetait une autorité froide et contrôlée. Iris se positionna stratégiquement au premier rang. « Bonjour », commença Guillaume, sa voix résonnant dans la salle bondée de journalistes. « Nous aimerions clarifier certains faits sur notre relation qui ont été déformés dans la presse. » « Est-il vrai qu'il y a eu un contrat financier ?» demanda immédiatement une journaliste. « Oui », répondit Léa, surprenant tout le monde par sa franchise. « Notre relation a commencé comme un accord commercial. » Un murmure parcourut la salle. « Mais, » poursuivit-elle, « ce que la presse n'a pas rapporté, c'est que de vrais sentiments se sont développés. Ce qui a commencé par convenance s'est transformé en un amour sincère. Comment pouvons-nous être sûrs que ce n'est pas juste une partie de la mise en scène ?» questionna un autre journaliste. C'est à ce moment que Guillaume prit la main de Léa et la regarda droit dans les yeux. « Parce que je vais renoncer au contrôle d'Oratech. » La salle explosa en murmures choqués.
Léa le regarda avec surprise. « Guillaume, non. Si, la seule façon de prouver que notre amour est réel est de renoncer au motif initial du contrat. Alors c'est ce que je ferai. » Il se tourna vers les caméras. « Je préfère avoir Léa sans l'entreprise que d'avoir l'entreprise sans elle. » C'est à ce moment précis que les portes du salon s'ouvrirent de façon spectaculaire. Bianca Moreau entra avec une posture théâtrale, vêtue d'une robe blanche suggérant l'innocence, suivie de Laurent. « Excusez l'interruption, » annonça Bianca, « mais je dois révéler quelque chose d'important. » Elle s'avança vers l'avant de la salle, les caméras se tournant automatiquement vers elle. « Je suis enceinte de 3 mois, et le père est Guillaume Delaroche. » Le chaos qui s'ensuivit fut indescriptible. Des journalistes criant des questions, des flashs d'appareils photo crépitants, un brouhaha de voix essayant de comprendre ce qui se passait. Léa sentit le monde tourner, mais Guillaume lui serra fermement la main. « C'est un mensonge, » dit-il calmement dans le micro. « J'ai des examens médicaux qui prouvent le contraire, » rétorqua Bianca en agitant des papiers. C'est alors qu'Iris se leva. « Chère Bianca, » dit-elle avec un calme glacial, « comme... C'est intéressant que vous mentionniez des examens médicaux. » Iris se dirigea vers le pupitre avec une autorité qui fit taire tout le monde. « Parce que j'ai aussi quelques examens ici. Des examens qui montrent que vous avez subi une hystérectomie à 28 ans en raison de complications médicales, ce qui rend physiquement impossible que vous soyez enceinte. » Bianca pâlit visiblement. « C'est une information médicale privée que vous avez rendue publique en mentant sur une grossesse inexistante, » poursuivit Iris sans pitié. « Et puisque nous révélons des vérités, pourquoi ne pas parler des 3 millions d'euros que vous avez offerts à Laurent pour prendre le contrôle de l'entreprise ?» Laurent tenta de parler, mais Iris le coupa. « Ah, et à propos de vos dettes de jeu, Laurent, des dettes que vous couvriez avec l'argent d'Oratech. » Carla, qui était stratégiquement placée dans le public, se leva. « Je peux tout confirmer. J'ai des documents et des enregistrements de toutes les transactions illégales. » La salle était maintenant dans un silence absolu. Bianca et Laurent réalisèrent qu'ils avaient été complètement démasqués. « C'est de la diffamation, » balbutia Laurent. « C'est la justice, » dit une voix du fond de la salle. Tout le monde se tourna pour voir un homme d'âge mûr s'approcher. C'était maître Robert Lambert, l'avocat qui avait rédigé le contrat original. « Et j'ai ici une information qui va tout changer, » poursuivit-il en sortant un document de sa mallette. « Voici le testament original de Monsieur de la Roche-Père, le vrai testament. » Guillaume fronça les sourcils. « Comment ça, le vrai ? » « Le testament qui a été lu après le décès de votre père était une version falsifiée. La clause sur « le mariage n'a jamais existé ». Le silence fut assourdissant. « Quoi ?» murmura Guillaume. « Votre père n'aurait jamais mis une telle clause dans son testament. Laurent a falsifié le document après la mort de son oncle, sachant qu'il serait le seul à en bénéficier si vous ne parveniez pas à remplir des conditions impossibles. » Laurent tenta de quitter la salle, mais des agents de sécurité s'étaient postés aux portes. « Cela signifie, » poursuivit maître Lambert, « que Guillaume a toujours eu pleinement droit à l'héritage, et que ce mariage, bien qu'il ait commencé sous de faux prétextes, est basé sur un amour sincère. » Léa essayait de tout comprendre. « Guillaume n'a jamais eu besoin de se marier ?»« Jamais ?» confirma l'avocat. Guillaume se tourna vers elle, et il y avait des larmes dans ses yeux. « Léa, Tu t'es sacrifiée pour rien, » murmura-t-elle. « Pas pour rien, pour toi. Et je le referai, même en sachant la vérité. » C'est alors que Bianca joua sa dernière carte désespérée. « Même si c'est vrai, » cria-t-elle, « Guillaume ne pourra jamais vraiment aimer quelqu'un. Il est froid, calculateur incapable de sentiments sincères. » Léa se leva et se dirigea vers Bianca. « Vous avez tort, » dit-elle avec un calme qui surprit tout le monde. « Guillaume est la personne la plus attentionnée, prévenante et aimante que j'ai jamais rencontrée. Il prépare mon café tous les matins, se souvient de mes fleurs préférées, m'écoute parler de mes rêves comme s'ils étaient les plus importants du monde. » Elle se tourna vers les caméras. « Oui, notre relation a commencé comme un contrat, mais elle s'est transformée en la chose la plus réelle de ma vie. Et je ne laisserai pas des personnes aigries et manipulatrices détruire ça. » La salle explosa en applaudissements. Les journalistes étaient visiblement émus.
Les caméras capturèrent le moment où Guillaume l'attira pour un baiser passionné devant tout le pays. 6 mois plus tard, Léa était sur le balcon de la nouvelle maison qu'ils avaient achetée à Megève, observant Guillaume planter des rosiers dans le jardin. Il s'était découvert une passion inattendue pour le jardinage, après avoir volontairement quitté la présidence d'Oratec. L'entreprise était maintenant dirigée par une équipe compétente, tandis que Guillaume se concentrait sur des projets de responsabilité sociale. Léa avait ouvert sa propre agence de communication, spécialisée dans les campagnes pour les ONG. Chloé apparut sur le balcon, portant 2 tasses de café. « Le plus beau jardinier du monde fait des progrès », commenta-t-elle, en observant Guillaume se battre avec une motte de terre particulièrement tenace. « Il est heureux », sourit Léa. « Je ne l'ai jamais vu aussi détendu. » Et Bianca et Laurent ? En prison. Leur crime financier était plus étendu que nous ne l'imaginions. Ils vont passer quelques années à réfléchir à leur choix. Guillaume s'approcha, les mains sales, de terre et avec un sourire qu'elle avait appris à aimer. « Les rosiers sont plantés, ils devraient fleurir au début de l'automne. »« Parfait pour le mariage, » dit Léa en l'embrassant doucement. Le mariage. Cette fois, il serait réel, petit, intime. Juste la famille et les amis proches, dans la chapelle du village, suivi d'une simple fête dans le jardin qu'il était en train de créer. « Tu sais, » dit Guillaume en l'enlaçant par derrière, « parfois je pense à ce qui se serait passé si tu avais refusé ma proposition initiale. Pourquoi penserais-tu à ça? Parce que c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise, même si c'était pour des raisons complètement fausses. » Léa se tourna dans ses bras. Ce n'était pas de fausses raisons. C'était les bonnes raisons déguisées en fausses raisons. Comment ça? Tu cherchais quelqu'un en qui tu pouvais avoir confiance, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui ne te voulait pas seulement pour ton argent. Tu as trouvé tout ça, mais pas de la manière que tu attendais. Guillaume la regarda avec cette expression d'admiration qui la faisait encore rougir. « Je t'aime, Léa Dubois. Je t'aime aussi, Guillaume Delaroche. Pour toujours. » Alors qu'ils s'embrassaient dans le jardin de la maison qui était maintenant vraiment la leur, le soleil se couchait sur les montagnes de Megève, peignant le ciel de teintes dorées. Au loin, Iris se promenait dans le jardin avec Martine, qui s'était complètement rétablie et vivait maintenant avec eux dans la maison d'amis. Chloé observait tout depuis le balcon, tapant sur son ordinateur portable. Elle avait décidé d'écrire un livre sur toute cette expérience, avec le titre provisoire « Comment un contrat s'est transformé en amour véritable ». 2 ans plus tard, par un dimanche après-midi ensoleillé, Léa était assise sur le même balcon, maintenant avec un ventre de 6 mois de grossesse, observant Guillaume jouer dans le jardin avec Luna, la Golden Retriever qu'ils avaient adoptée. « Papa apprend à Luna à planter des fleurs, » dit-elle en passant la main sur son ventre. « Quand tu naîtras, il t'apprendra aussi. » Guillaume s'approcha, embrassa son ventre puis ses lèvres. « Comment vont mes amours aujourd'hui? Ta fille est agitée. Je pense qu'elle sera jardinière comme son père. Ou une brillante communicante comme sa mère. Pourquoi pas les deux? » Sur la table du balcon, encadrée de verre et entourée de fleurs séchées, se trouvait le contrat original qui avait changé leur vie. Non pas comme un souvenir d'artificialité, mais comme un symbole de la façon dont l'amour peut s'épanouir dans les endroits les plus inattendus. Parce que parfois, les plus belles histoires d'amour commencent avec les prémices les plus improbables. Et parfois, la chose la plus réelle que nous trouvons dans la vie est celle qui a commencé par être complètement feinte. Guillaume. Et Léa avait appris que le véritable amour ne dépend pas de la façon dont on commence une histoire, mais de la façon dont on choisit de l'écrire, page après page, jour après jour, même quand, et surtout quand, personne ne regarde. Et alors que le soleil se couchait une fois de plus sur Megève, ils savaient que leur histoire d'amour ne faisait que commencer. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Léa et Guillaume a profondément touché vos cœurs. Si vous avez été émus par ce voyage d'amour qui a fleuri d'un simple contrat, laissez votre like, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci qui révèlent le côté le plus profond et le plus vrai de l'âme humaine. Nous vous attendons au prochain épisode où de nouvelles passions, des rebondissements et des fins surprenantes vous attendent.